vous voulez. Oui, bonjour. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter donc Jean-Pascal Guéry, qui est de la Vallée des Singes, le directeur de la Vallée des Singes, et qui va vous présenter donc donc c'est dans le cadre des sciences. Les amphis du savoir. Les amphis du savoir, voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Amphis du savoir, donc avec l'espace Mendès France et la faculté des sciences. Et donc, Monsieur Guéry va vous présenter donc une conférence sur la menace de les menaces sur la biodiversité. Quel rôle pour les zoos dans la conservation des primates? Et je vous remercie. Merci à vous. Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc effectivement, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre des amphis du savoir avec un thème libre. Donc j'ai forcément choisi un thème que je connais le mieux, et celui des primates, celui de la conservation. Donc on va faire large, on va partir des définitions. Non, c'est pas un cours, mais en tout cas, savoir de quoi on parle, c'est le premier pas pour savoir ce qu'on doit protéger. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu donc, la situation des primates en milieu naturel, en captivité, et puis le rôle que les parcs zoologiques peuvent mener pour essayer d'enrayer un peu cette érosion de biodiversité dont on entend tous les jours parler. Voilà. Donc moi, à la Vallée des Singes, je suis directeur général adjoint. Donc on est 2 directeurs. Je m'occupe de la partie zoologique, la partie animalière, donc sciences et conservation. Et je suis aussi président de l'association que la Vallée des Singes a créée, qui s'appelle le Conservatoire pour la protection des primates. On verra en fin de conférence les rôles du conservatoire, mais ce conservatoire pour la protection des primates, dont vous avez peut-être entendu parler ici en fac, puisque ça fait plusieurs années qu'on a des étudiants qui organisent un loto en faveur de notre association. Cette association, en fait, elle finance des projets de conservation sur le terrain. Donc on allie les rôles entre le parc zoologique et l'association pour essayer d'aider ces populations de primates qui sont menacées. Donc il y a vraiment beaucoup d'espèces de primates qui sont menacées, toutes ne le sont pas. On en a qui sont à différents degrés menacées. Vous connaissez sans doute les statuts de menaces édictés par l'UICN, comme les statuts vulnérables, en danger et en danger critique. Donc selon les espèces, en fait, vous avez vraiment des degrés divers de menaces. On va voir que toutes les populations quasiment sont vraiment impactées par les activités humaines. Donc pour savoir ce qu'on doit protéger, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Donc effectivement, je vous préviens tout de suite, je dis souvent effectivement. Qu'est-ce qu'un primate? Parce que c'est quand même important pour beaucoup. Moi, j'ai la pratique, j'ai été soigneur à la Vallée des Singes pendant 8 ans avant d'en prendre la direction. Donc j'ai la pratique effectivement de répondre aux questions de nos visiteurs et de me confronter un petit peu à toutes les découvertes qu'ils peuvent faire au quotidien. De savoir que les singes ne pondent pas des œufs, ont des doigts, comprennent des choses. Voilà. Il y a vraiment beaucoup à faire. Donc je pars du principe que vous êtes des novices et que vous ne savez pas exactement ce qu'est un primate. Voilà. Donc c'est un ordre, c'est l'ordre des primates. Dans cet ordre, vous avez plusieurs catégories d'animaux, qui sont les singes, les grands singes et les prosimiens. On va voir après ce que c'est. Donc ce sont des mammifères, effectivement. Ce sont des animaux arboricoles pour la plupart, des animaux sociaux et qui ont un cerveau développé. Donc un singe, en fait, en biologie, c'est pas quelque chose de clairement défini. Il y a des frontières entre les différentes familles animales qui sont parfois très difficiles à établir et qui changent. Vous savez que quand on a une photo de la taxonomie des espèces, c'est une photo à l'instantané. Peut-être que dans 3 ans, il y aura eu des modifications. Peut-être que dans 30 ans, on aura des animaux qui sont sortis de certaines familles, de nouvelles familles qui vont être créées. Donc aujourd'hui, par le passé, un singe c'était clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair ce que c'est qu'un singe. En tout cas, c'est un terme, on peut le définir par déduction. Un singe, c'est un primate, mais qui n'est pas un prosimien. D'accord? Prosimien, si vous prenez les racines, prosimien, c'est-à-dire avant les singes. Donc un singe primitif. Donc des singes sont des primates qui ont perdu certaines caractéristiques primitives qu'on va retrouver encore aujourd'hui chez les prosimiens. Il y aura des illustrations après pour que ce soit un peu moins obscur pour certains. Je vois quelques sourcils qui se froncent. Donc un prosimien, je vous l'ai dit, c'est un primate qu'on va considérer
Non pas primitif, parce qu'il a autant évolué que les grands singes ou que nous-mêmes aujourd'hui, hein, puisqu'ils sont toujours là. Mais par contre, ils ont conservé au cours de leur évolution des caractéristiques primitives. Donc un rhinarium, le rhinarium, c'est ce qu'on appelle plus communément la truffe, qu'on retrouve chez les chiens, par exemple, les chats. Ils ont des oreilles qui sont plutôt au sommet du crâne, alors que les singes ont les oreilles sur le côté du crâne. Hein. C'est plus simple de décrire un singe ou un grand singe, il suffit de vous décrire. Vous avez les oreilles sur le côté du crâne et vous ne pouvez plus les orienter, normalement. Les lémuriens, notamment, les autres prosimiens, peuvent orienter leurs oreilles, comme les chiens, les chats, pour écouter ce qui se passe autour de nous. Pour écouter ce qui se passe autour de nous, on tourne la tête. Les singes aussi. Et chez les prosimiens, le toilettage n'est pas manuel. Alors vous ne m'entendrez pas parler d'épouillage, normalement, parce que je me bats depuis 25 ans maintenant contre ce terme d'épouillage, parce que les singes n'ont pas de poux, n'ont pas de puces. Le seul primate à pouvoir être infesté par les puces et les poux, c'est l'humain, puisqu'on a une tanière, on a un chez-soi, voilà. Donc c'est là que les parasites comme ça externes vont nous coloniser. Les singes, généralement, ne dorment pas dans une tanière. Les grands singes, même s'ils fabriquent des nids tous les soirs pour dormir, c'est tous les jours un nouveau nid qui est construit. Donc en fait, ils ne peuvent pas être infestés par les puces, par les poux, par ces parasites. Donc le toilettage, il a à la fois une fonction d'élimination des parasites, mais il a surtout une grande fonction sociale. On en reparlera juste après. Donc chez les prosimiens, le toilettage, il est non manuel. Il est fait à l'aide de la bouche et de la langue. Donc ici, vous avez des makikata qui sont en train de se toiletter. Enfin, un makikata qui est en train de toiletter un autre. Très souvent, le toilettage, il est mutuel. Vous le voyez aussi chez les chevaux, par exemple, ou les ânes qui vont se gratter l'encolure mutuellement. C'est un peu la même chose parfois chez des lémuriens qui peuvent se toiletter mutuellement. Et sur la photo de droite, ce que vous avez, c'est une photo de la mâchoire inférieure, vue du dessus. Donc apparemment, là, de ce que vous avez l'impression de voir, c'est que vous voyez 6 incisives et 2 canines. Et en fait, toutes ces dents-là qui sont devant, c'est ce qu'on appelle un peigne dentaire. Donc ça, on retrouve cette caractéristique primitive chez tous les prosimiens, donc tous les primates primitifs, on va dire. Ce peigne dentaire, il est là pour justement éliminer les poils morts, les débris végétaux, les éventuels parasites qui peuvent être sur l'animal. Mais vous voyez que l'évolution, l'importance du toilettage pour ces animaux, elle est telle qu'elle a favorisé l'apparition de cet outil. D'accord ? Et en fait, quand on regarde les structures de ces dents, mais on se rend compte que ce ne sont pas 6 incisives, mais ce sont bien 4 incisives, et les 2 canines qui, au cours de l'évolution, se sont rapprochées et ont pris des formes d'incisives, et les 2 prémolaires qui se sont aussi décalées et qui ont pris la forme de canines. Donc, vous voyez la puissance de l'évolution pour un comportement qui est primordial. Chez certaines espèces, le toilettage, il peut prendre vraiment plusieurs heures en fait, dans la journée. Donc c'est vraiment un rôle très important. Chez l'humain, le toilettage social, il a pris une autre forme parce qu'il y a la conversation qui est venue s'installer dans notre évolution. Donc on va entretenir nos relations sociales beaucoup par conversation. On a toujours des contacts sociaux, des contacts physiques avec nos partenaires les plus proches. Mais il n'empêche que voilà, la force de l'évolution, elle est telle qu'elle a pu même modifier la structure de la mâchoire chez ces animaux. Donc, primitif peut-être, mais toujours très très évolué. Donc les prosimiens, pour vous donner quelques exemples, vous avez par exemple tous les lémuriens malgaches, tous les lémuriens de Madagascar. Ici, vous avez mis un propithèque. Vous avez aussi d'autres espèces qui sont encore moins connues que les lémuriens, qui sont moins connues que les lémuriens, comme les galagos africains ou le poto africain. Et puis en Asie, vous avez les loris, notamment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des prosimiens. Alors bien que primitifs, en fait, ces prosimiens, ils ont quand même des points communs avec le reste des primates. On va avoir, par exemple, les yeux qui sont en façade, comme nos yeux. Ça nous permet une vision en relief. Donc vous avez ici une coupe du cerveau humain. Et vous voyez que les yeux sont vraiment en façade du cerveau. Contrairement à d'autres espèces très différentes de nous, comme les lagomorphes, ici un lièvre, vous voyez que son champ de vision est très très différent puisque les yeux sont placés sur le côté. Il y a un léger angle mort à l'arrière. Chez les primates, l'angle mort, c'est la moitié quasiment sur le schéma. Vous avez toutes ces angles morts qu'il a, et la vision par contre binoculaire qui est très très élargie et qui permet d'avoir une bonne vision périphérique, mais surtout orientée vers l'avant. Et cette zone mauve
qui montre le champ couvert par les deux yeux. Bon, c'est ce qui leur permet en fait d'avoir une vision en relief, et ça se comprend un peu mieux quand on a une vie arboricole. Il ne faut pas rater la branche suivante. Quand on saute de branche en branche, il faut avoir une bonne estimation des distances, et avoir une vision binoculaire, effectivement, c'est quelque chose de très utile. Donc ce sont des mammifères, hein, ça c'est pas quelque chose placentaire, ils pondent pas des œufs, encore une fois. Donc ici vous avez des lémuriens en haut avec des naissances qui sont généralement multiples, un makikata, les bonobos, gorilles, ou ici en bas à droite un singe laineux, toutes allaitent leurs petits. Donc généralement il y a très peu d'espèces de primates qui vont laisser les bébés dans un nid. Les bébés vont généralement naître suffisamment forts pour être accrochés au pelage de la mère. Vous savez, ce petit réflexe qu'on a quand on est encore bébé, quand on met le doigt dans la main, les bébés vont serrer. C'est ce grasping réflexe qu'ont encore tous les autres primates. Plus on monte, plus on se rapproche vers de l'humain, gorille, chimpanzé, bonobo, et moins le bébé est capable de s'agripper. C'est-à-dire que les mamans sont vraiment, comme vous le voyez sur les deux photos, bonobo et gorille, sont vraiment obligés de porter les bébés. Si la maman porte mal le bébé n'est pas suffisamment fort pour s'accrocher. Chez toutes les autres espèces, le petit s'accroche, à quelques exceptions près. Donc ce sont des animaux qui sont arboricoles, de nature, même si en paléontologie, on a un grand débat sur l'origine de notre bipédie. Est-ce que c'est au moment où on est descendu de l'arbre? Est-ce que c'était au moment où on était encore dans les arbres? Il y a des gibbons, comme celui sur la plus grande photo ici, un gibbon abonné, qui sont bipèdes, bien qu'ils soient très arboricoles. Donc il y a des théories qui sont toujours à développer, mais globalement, les espèces de primates sont arboricoles. Donc là, je vous ai mis aussi deux exemples de prosimiens, hein, des exemples de lémuriens. En haut à gauche, des lémures à ventre roux, et en bas à droite, un propithèque, qui eux aussi sont très inféodés en fait, à la strate arboricole. Même si vous avez des espèces de primates qui vivent au sol, mais c'est une évolution dans un deuxième temps, exactement comme la nôtre. Donc des adaptations à cette arboricolie, la principale, on n'y pense pas parce que nous, elle ne nous sert pas trop à grimper aux arbres, mais la main, et c'est le point commun avec tous les primates, cette main, la main qui a 5 doigts, bien sûr, en règle générale, on verra qu'il y a des exceptions, avec un pouce opposable, c'est surtout ça qui fait la caractéristique de la main, parce que si vous regardez d'autres mammifères, il y a d'autres mammifères qui ont un membre supérieur qui va se terminer par des doigts, mais des doigts qui n'ont pas de pouce opposable. Tous les doigts ont la même fonction, en fait, et ont le même angle, d'accord? Nous, notre pouce opposable, il nous sert à faire cette pince qui nous est très utile au quotidien, hein, pour tout faire, pour écrire, conduire, manger, etc. Ce pouce opposable est vraiment très important, et on le retrouve chez beaucoup d'espèces, avec une opposabilité qui est plus ou moins grande. Nous, elle est vraiment en face à face. Vous avez des singes qui sont incapables de tenir comme ça, d'opposer le pouce en face à face avec les autres doigts. Ça peut être plutôt avec le côté du pouce, mais il n'empêche que le pouce est toujours présent, en général, chez les primates. On a des ongles plats, d'accord, chez les primates, chez les singes, et tous les primates d'ailleurs, pas de griffes. D'accord. Il y a quelques exceptions chez les prosimiens qu'on a vus tout à l'heure, les lémuriens. Sur le deuxième doigt du pied, il va y avoir une griffe. C'est une griffe qui sert au toilettage. Donc en fait, c'est pas une griffe, c'est un ongle qui a repris une forme de griffe et qui va servir, lorsque les animaux se grattent avec le pied, à démêler le poil, etc. Et puis ensuite, on a d'autres familles de singes, comme les ouistiti, les tamarins, qui sont des petits singes d'Amérique du Sud. Tous des petits singes qui vont faire entre 125 grammes pour les plus petits et 750 grammes pour les plus grands, qui eux vont avoir des ongles qui ont repris des formes de griffes, ce qui s'explique simplement parce qu'en étant petits, pour pouvoir s'accrocher à l'écorce des arbres, des griffes sont beaucoup plus pratiques. Donc vous avez ici, je vous ai mis un schéma avec quelques exemples de mains. Vous voyez que la main, elle est très adaptable. Alors tout en haut à gauche, vous avez quelque chose qui ressemble à une main, mais ce n'est pas celle d'un primate, c'est le toupaille. Le toupaille, c'est un insectivore. Vous voyez qu'il a un doigt qui se différencie un petit peu des autres doigts, mais il n'est pas vraiment opposable. Ce qui fait que le toupaille, certains scientifiques, il y a quelques décennies, on se sont demandé si c'était pas un primate primitif, mais il n'en est rien. Et puis après, vous avez donc différents styles de mains. La main la plus étrange, c'est celle qui est la troisième en partant du haut à gauche, de Bantonia, c'est celle du Ai-Ai, c'est un lémurien vraiment très particulier, qui occupe la niche écologique du pivert à Madagascar, et qui a le majeur, le troisième doigt, qui est vraiment très fin, très long, et qui sert à aller chercher les larves d'insectes dans le bois mort, par exemple.
Vous avez sur en haut à droite les poteaux ou les loris, Nycticebus, Perodicticus, qui ont, eux, presque l'index qui migre vers le pouce ou qui disparaît. Vraiment une adaptation sans doute à leur habitat, peut-être à leur locomotion ou à leur façon de manger. Voilà. Et puis après, vous avez d'autres exceptions qui sont la famille des attelles, des singes d'Amérique du Sud, le genre Ateles, et puis les colobes, le genre Colobus notamment, mais pas seulement, qui sont eux des singes africains. Et eux, leur main a évolué. Vous avez un schéma ici de la main, donc le pied en bas, la main en haut, et chez eux, le pouce a totalement disparu. Si on fait une radio, il existe toujours un vestige de pouce, hein, qui est recouvert complètement par la peau, un peu comme dans les palettes natatoires des mammifères marins où vous avez encore tous les doigts, bien que ça ressemble à une nageoire. Là, c'est la même chose, le pouce est toujours là, tout petit, mais il n'a plus aucune fonction. Alors chez les colobes, on pense que c'est une adaptation à leur régime alimentaire. Ce sont des singes qui sont folivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger des feuilles. Donc pour collecter les feuilles comme ça en tirant sur un rameau, le pouce pouvait gêner ou être blessé. Donc petit à petit, effectivement, il aurait disparu. Et chez les attelles, eux, c'est plutôt dû à leur mode de locomotion. Ils utilisent beaucoup la brachiation, donc on a une alternance de main gauche, main droite dans les branches. Et le pouce aurait pu être gênant. Voilà, c'est des explications, des hypothèses. Bien sûr, on n'a aucune idée aucune idée certaine en tout cas, de ce qui a provoqué la disparition de ces pouces chez les mains de ces deux familles de primates. Donc une autre adaptation à l'arboricolie, c'est la queue. Essentiellement pour servir de balancier dans les déplacements. Là, vous avez ici une photo de Propithèque, donc encore une fois des lémurs malgaches. Donc c'est le même, hein, une photo décomposée de son mouvement. Vous voyez que la queue équilibre le corps pour passer d'un arbre à l'autre. Ils peuvent faire des bonds de plus de 15 mètres sans élan. Et puis, vous avez certaines espèces qui vont avoir des queues qui sont préhensiles ou semi-préhensiles. La majorité des singes ne peuvent pas s'accrocher avec leur queue, d'accord ? Ça c'est quand vous regardez les livres pour enfants, tous les singes ont une queue avec laquelle ils peuvent s'accrocher ou saisir des objets. Chez le marsupilami, oui. Chez les primates, beaucoup moins. Donc vous avez quelques espèces qui ont une queue semi-préhensile, comme les capucins par exemple ici. Donc le capucin, lui, il a une queue qu'on qualifie de semi-préhensile parce que elle est couverte de poils, d'accord ? C'est comme la queue de vos chats. Il y a des poils absolument partout. Alors effectivement, ils peuvent se suspendre, ça permet de libérer les mains et d'accéder à une ressource alimentaire qui est inaccessible autrement, par exemple. Mais ils ne peuvent rien faire de plus avec cette queue. Elle peut servir de trépied sur certaines activités, mais sans plus. Et ensuite, vous avez la famille des atellidés. Donc les atellidés sont les grands singes d'Amérique du Sud, pardon. On y retrouve les singes hurleurs en haut à gauche, les mourikis en bas à droite, les singes laineux ici, et puis les attelles ici. Et cette queue préhensile, en fait, elle est vraiment particulière. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais à l'intérieur de cette queue, en fait, est dépourvue de poils. Et quand on fait un zoom sur cette peau glabre, on s'aperçoit qu'il y a des dermoglyphes. Les dermoglyphes, c'est l'équivalent de nos empreintes digitales. Donc il y a vraiment une empreinte individuelle, hein, une empreinte de queue. Ils ont aussi des empreintes digitales, bien sûr, aux mains, aux pieds. Mais vous voyez, ces dermoglyphes, en fait, qui sont là pour accroître la superficie de peau en contact avec le support et rendre justement l'appréhension beaucoup plus forte. Donc les attelles, ou les attellidés en général, vont avoir une utilisation beaucoup plus fine de leur queue, y compris pour attraper, et pas juste pour se suspendre, attraper des objets, tenir des objets pendant le déplacement, etc. etc. Donc les primates, ce sont aussi des animaux sociaux. D'accord ? Vous avez différents types de socialité. Tout existe chez les primates. Vous avez des grands groupes, vous avez des groupes restreints. Les grands groupes, parfois, ça va jusqu'à plusieurs milliers d'individus. Des groupes restreints, parfois, c'est juste un groupe familial. Vous avez de la monogamie. Vous avez de la polygynie, donc un mâle pour plusieurs femelles. Vous avez de la polyandrie, une femelle avec plusieurs mâles. Et de la polygynandrie, donc des groupes multimâles, multifemelles. Mais tout est représenté, même si effectivement la polyandrie, c'est ce qui existe le moins chez les primates. Et puis la monogamie est représentée, mais par de quelques familles seulement.
Donc vous avez par exemple de très grands rassemblements, ici ce sont des babouins gelada, une espèce qu'on trouve qu'en Éthiopie sur les hauts plateaux, une espèce qui est herbivore, donc vous voyez qu'eux ne vivent pas en milieu forestier, ne sont pas arboricoles, sont terrestres, et ils se rassemblent comme ça parfois jusqu'à plusieurs milliers d'individus. Donc c'est des harems différents, un mâle entouré de plusieurs femelles, et puis ils se rassemblent. Il n'y a pas de compétition pour la nourriture, parce que l'herbe est très très disponible, donc c'est une espèce qui est très très pacifique, bien qu'armée de très 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 longues canines. Ce sont des singes qui ne consomment quasiment que de l'herbe. Mais vous avez d'autres groupes, ici vous avez une famille de Ouistiti pygmées par exemple, qui eux vont vivre généralement en polyandrie justement, une femelle avec plusieurs mâles. Ici des gorilles de montagne, qui eux vivent en polygamie mais polygynie, un mâle avec plusieurs femelles et leurs jeunes. Et puis vous avez de la monogamie par exemple, comme ici ce couple de titirous. Les titis, ce sont des petits singes d'1,5 kg à peu près, qui vivent dans tout le bassin amazonien. C'est la famille la plus diversifiée de primates au monde, les titis. Donc ce sont des espèces aussi qui ont un cerveau développé. On se targue toujours d'avoir le plus gros cerveau, c'est pas forcément vrai, hein. Il y a des cerveaux qui sont plus gros que les nôtres, celui de l'éléphant notamment, ou le dauphin. Ce qui saute un petit peu plus aux yeux au-delà de la taille, c'est toutes ces circonvolutions qu'on voit sur le cortex, bien sûr, qui sont là pour accroître les superficies de cortex dans le volume restreint que représentent les boîtes crâniennes. Donc vous voyez qu'à l'échelle, tout en bas à droite, hein, le cerveau d'une souris, etc. Donc ce qui a conduit, parce que c'est pas une question de taille finalement, c'est surtout une question de rapport entre la taille du corps et la taille du cerveau. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'encéphélisation. Donc certains scientifiques vont critiquer ce coefficient parce que forcément c'est l'humain qui a le plus gros coefficient d'encéphélisation. On a la plus grosse masse de cerveau par rapport à la masse corporelle. Mais il n'empêche qu'effectivement, même avec des cerveaux qui sont parfois comparables en termes de poids, le nombre de neurones est beaucoup plus important chez les primates par rapport à d'autres cerveaux comparables, d'espèces qui ont des moins grands besoins ou de moins de grandes capacités cognitives notamment. Donc un grand cerveau, un cerveau développé, à quoi ça sert? Ça sert par exemple à utiliser des outils. Vous n'avez pas que les primates qui savent utiliser des outils, donc nous effectivement on est le primate qui se sert de plus grand nombre d'outils, mais on a notamment ici un capucin brun, qui est capable d'utiliser des outils pour casser par exemple des noix qui sont trop résistantes pour sa propre mâchoire. Donc là, il utilise deux outils, hein, c'est-à-dire qu'il utilise son marteau et son enclume. Donc vous avez des capucins comme ça, comme les capucins à poitrine jaune au Brésil, qui sont même capables de ramener des noix trop dures sur un site où il y a des très grandes pierres qu'ils ne peuvent pas transporter, et que sur ces sites, ils vont aussi amener des plus petites pierres qui vont servir de marteau. Donc ils ont vraiment une carte mentale comme ça, une carte de leur territoire, qui leur permet en plus d'utiliser les ressources et de planifier leurs actions pour dire quand j'aurai trouvé des noix, il faut que je ramène un marteau sur le site où il y a les enclumes pour pouvoir manger ces noix qui sont vraiment très très riches. Donc là on voit que la queue, qui est donc semi-préhensile chez les capucins, qui sert aussi de trépied pour pouvoir avoir un coup beaucoup plus fort encore et réussir à casser les noix. Donc on voit cet apprentissage aussi chez les jeunes, hein, qui au départ se trompent, n'utilisent pas forcément des pierres pour taper, vont mettre parfois la noix sur la terre ou sur un bout de bois mort, etc., etc. Et puis c'est au fil des années qu'ils vont apprendre à bien utiliser leurs outils. Ce qui est le plus connu, bien sûr, ça va être chez les chimpanzés qui vont à la pêche aux termites. Donc là, c'est un jeune qui utilise une longue brindille. Là, encore une fois, au départ, les bébés vont prendre des tout petites brindilles et puis les jeter dans la termitière en espérant qu'elles reviennent toutes seules. Et puis petit à petit, ils vont réussir à vraiment se nourrir de centaines de termites et être récompensés de leurs efforts. Donc un cerveau développé, ça sert aussi à communiquer. Donc là, vous avez une photo d'un mâle gelada. Donc les geladas, c'est ce qu'on a vu juste avant sur les hauts plateaux éthiopiens, là, qui peuvent se rassembler par milliers. Donc vous voyez la longueur des canines, dont j'évoquais tout à l'heure. C'est la plus grande canine de tous les primates, hein, elles peuvent faire 7 cm.
bien que mangeant de l'herbe, ils ont ces grandes canines. En fait, elles vont leur servir à défendre leur harem ou leur jeune. Elles vont servir aussi à défendre contre les autres mâles, mais aussi contre les prédateurs. Il peut y avoir des léopards ou des loups d'Abyssinie qui s'en prennent à leurs jeunes. Donc il faut être armé pour pouvoir se défendre, bien qu'un herbivore, voilà, avoir des grandes canines. Mais ils ont aussi la capacité de retourner complètement leurs lèvres supérieures sur le nez. Donc vous voyez qu'ils ont le visage sombre, mais que la muqueuse à l'intérieur de la bouche est très pâle. Donc c'est un signal fort qui est visible de très loin. Vous imaginez quand on est en rassemblement comme ça de plusieurs milliers, voilà, d'individus, juste pouvoir retourner sa lèvre et pouvoir communiquer à tout le groupe ses intentions, mais c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc ils ont aussi l'intérieur des paupières qui est très rose. S'ils soulèvent les sourcils, ça fait 2 petites pastilles roses qui apparaissent. Selon le degré d'ouverture de la bouche, selon ce qu'ils vont passer la langue ou pas, selon ce qu'ils vont claquer les dents, produire des vocalises, etc. Il y a plein de significations différentes entre l'agression, l'apaisement, la soumission, etc., etc. Donc c'est vraiment une communication qui est très complexe chez le Gelada. Il y a un gros cerveau, ça sert aussi à pouvoir communiquer. Un cerveau développé, ça sert aussi à bien utiliser son environnement. Là, ici, vous avez un chimpanzé qui a un végétal dans la main. Les chimpanzés sont aujourd'hui étudiés depuis plusieurs années, notamment par une primatologue française qui s'appelle Sabrina Krief, pour l'utilisation des plantes médicinales qu'ils font. Il n'y a pas que les chimpanzés qui utilisent les plantes médicinales. Nous, à la Vallée des Singes, on a aussi planté certains jardins aromatiques dans les enclos de certaines espèces pour qu'elles puissent utiliser en fait, les propriétés de ces plantes au moment où elles en ont besoin. Ce qui permet en fait d'avoir cette utilisation des plantes médicinales, d'abord c'est un cerveau qui analyse. Ah, quand j'ai mangé ça, j'ai eu tel effet. Mais c'est aussi notre perception du goût amer. Cette perception de l'amertume, en fait, elle nous renseigne sur la toxicité des plantes. Donc une plante toxique, effectivement, elle est très amère, la plupart du temps. Si on en consomme une grande quantité, ça peut être dangereux pour notre survie. Donc on a cette perception amère qui nous permet, nous, d'élaborer nos médicaments. Il y a des tas de médicaments, des tas de molécules qui vont être très amères, très dégoûtantes à manger, mais qui, quand elles sont en dose infinitésimale, qui vont nous servir de médicaments. Voilà. Donc on étudie notamment les chimpanzés pour éradiquer une des principales maladies qui cause le plus de morts sur la planète chez les humains, c'est le paludisme, puisque les chimpanzés ont trouvé en fait des plantes qui calment un petit peu les effets du palu, mais qui savent aussi utiliser des arbres pour construire les nids, des arbres qui vont être répulsifs sur les moustiques, ou qui vont construire des nids à des altitudes où ils n'ont plus de moustiques. Donc vous voyez qu'il y a une vraie analyse de l'environnement, une vraie utilisation. Et ça, il faut forcément un cerveau développé pour avoir ce recul-là sur les sensations, sur reconnaître la plante, savoir à quel moment la consommer, etc., etc. Donc il y a des plantes qui sont utilisées pour le vermifuge aussi, pour se vermifuger, pardon, et bien d'autres encore. Mais ça, on est vraiment qu'au début, là, ça fait vraiment quelques années que la pharmacopée des grands singes est étudiée, et qu'il y aura encore des bénéfices, effectivement, sur l'humanité par la suite. Donc après des définitions, maintenant vous savez ce que c'est qu'un primate et ce qui en fait des grandes caractéristiques, même si on les partage avec eux, puisque je ne l'ai pas précisé, mais effectivement on est bien des primates. Là on parle des primates non humains, mais effectivement c'est bien notre grande famille. La répartition géographique des primates, vous avez ici en kaki les endroits de la planète où on va retrouver encore aujourd'hui des primates vivants, et puis en couleur sable, en couleur beige, l'endroit où vous trouvez encore des fossiles de primates. Vous voyez qu'il y avait des primates à l'état préhistorique, y compris en Europe. Vous avez d'ailleurs quelques chercheurs de l'université de Poitiers qui travaillent sur ce type de fossiles de primates européens. Et quand on superpose, en fait, là c'est pas superposé, mais quand on analyse juste derrière la répartition des forêts tropicales, on se rend compte qu'il y a quand même une grande similitude entre la répartition des primates actuels et la répartition en rouge des forêts tropicales dans le monde, que ce soit celle du bassin amazonien, du bassin du Congo, ou en Asie du Sud-Est, voilà, de l'Inde jusqu'à l'Indonésie, Bornéo, Sumatra. Donc les primates sont presque inféodés en fait à ces forêts tropicales. Donc il y a les notions de spéciation et d'endémisme. Spéciation, c'est ce qui fait les espèces, et endémisme, c'est ce qui fait qu'une espèce est propre à un seul endroit de la planète, à un seul environnement.
Donc plus la couleur est vers le rouge et plus la richesse en primates est forte. Donc vous voyez qu'encore une fois, les endroits où la richesse est la plus forte, c'est le bassin amazonien, le bassin du Congo, en Afrique. Madagascar, même si c'est beaucoup plus petit, mais il y a aussi des petits spots rouges. Et dans un ordre un petit peu inférieur, l'Asie du Sud-Est. Donc l'ordre des primates, en fait, c'est le troisième ordre de mammifères le plus varié, d'accord ? Le plus varié, ça reste les rongeurs. Et ensuite, vous avez les chiroptères, donc les chauves-souris qui sont plus nombreuses. Mais ensuite, les primates sont vraiment très nombreux. On a 16 familles de primates, 77 genres, presque 480 espèces à l'état actuel de nos connaissances, encore une fois, parce qu'on arrive encore à découvrir parfois certaines espèces. Et 681 taxa. Donc ça, c'est le taxa, et vous avez sans doute vu pour ceux qui font ces spécialités, que ce sont des sous-espèces, des distinctions de sous-espèces un peu plus précises. Donc vous avez une grande variété de primates. Vous avez un lori, ici, un loris asiatique, un macaque à queue de lion, ici, en haut, un wakari chauve, le dernier apparu là-bas, une femelle lémurien noir, le gorille, le nasique, un saki barbu, ici en bas à droite, un attelle à face rouge, Cercopithèque moustaque, Rhinopithèque de Roxelane, l'orang-outan et le petit que j'ai oublié là-haut, qui est un tamarin bicolore. Vous voyez, bien que ce soit des primates, il y a vraiment une très grande variété, une très grande biodiversité aussi au sein de notre famille, au sein de notre genre. Pas de notre genre, notre famille, pardon. Donc en termes de répartition géographique, vous voyez qu'en termes de famille, selon les continents, c'est relativement constant. Par contre, si en genre et ensuite en espèces, on n'a pas la même diversité. D'accord ? Et chez les prosimiens, bien sûr, Madagascar va emporter la coupe, parce que sur Madagascar, il y a un fort taux d'endémisme. Il n'y a pas d'autres primates que des prosimiens. Tous les primates primitifs qui sont retrouvés prisonniers sur Madagascar ont évolué à l'abri de l'humain, à l'abri des prédateurs. L'humain, il est arrivé à Madagascar il y a 2000 ans. Donc depuis, il a causé énormément de dégâts, mais il n'empêche que jusque-là, l'évolution a pu se faire un petit peu sans pression. Ce qui fait qu'il y a un fort taux d'endémisme sur Madagascar et une grande richesse en espèces. Donc, quelques autres chiffres pour vous montrer un petit peu la répartition, le nombre des espèces et le nombre des genres. Pas très important. Voilà, le fort taux d'endémisme qui est propre à Madagascar, je viens de l'évoquer. Effectivement, à Madagascar, les animaux qu'on trouve à Madagascar, on ne les trouve pas ailleurs. Donc il y a 100% d'endémisme sur Madagascar, chez les primates en tout cas. L'Indonésie est ensuite un hotspot de biodiversité aussi, avec une grande variété, grande biodiversité chez les primates. Le Brésil, à lui tout seul, mais bon, c'est normal aussi, c'est un pays énorme qui représente à peu près 53% d'endémisme. Colombie, République démocratique du Congo et le Pérou sont les principaux pays en fait qui vont être ciblés lorsqu'on veut travailler sur la conservation des primates, parce que c'est là qu'on va retrouver des très forts taux d'endémisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui menace les primates ? Ou comment sont menacés les primates en tout cas ? Là ici, vous avez en vert le nombre d'espèces menacées et en rouge le nombre de populations qui sont en déclin. Donc au global, vous voyez que vous avez 55% des espèces de primates qui sont menacées et 75% de leur population qui sont en déclin. Chez les singes sud-américains, c'est un petit peu moins fort qu'ailleurs. On a 36% des espèces qui sont menacées et 63% des populations en déclin. En Afrique, vous voyez les chiffres aussi. Madagascar, c'est là où c'est le plus dramatique, où effectivement on a 87% des espèces qui sont menacées et 100% des populations qui sont en déclin. Et en Asie, bien sûr aussi très très fort, 73% des espèces menacées et 95% des populations qui sont en déclin. Donc les espèces menacées, c'est à partir du moment où l'UICN les classe en vulnérables. D'accord ? C'est le premier degré de menace. Vous êtes un petit peu habitué à voir ça, la liste rouge des espèces. L'UICN, c'est un regroupement et d'ONG et de gouvernements. C'est l'Union internationale de conservation de la nature, et c'est elle qui va édicter en fait les statuts de menace sur les espèces. Donc des comités d'experts qui vont étudier l'espèce, regarder un petit peu le contexte dans lequel elles évoluent, et qui va pouvoir décréter si l'espèce est menacée ou pas, et quelles mesures prendre, et quelles sont les menaces principales sur lesquelles il faut agir, etc., etc.
Ici, vous avez par genre. Alors, si vous n'êtes pas très fort en taxonomie des primates, ça va être un petit peu compliqué. Mais vous voyez, bon, le tout premier, c'est faussé, il n'y en a qu'un, hein, c'est le aïaï dont on a parlé tout à l'heure. Donc lui, il est menacé, donc forcément, il y a 100% du genre Dobantonidae, des Dobantonidae qui sont menacés. Mais ensuite, vous avez donc la proportion d'espèces vulnérables en danger et en danger critique, le jaune, selon les espèces. Donc vous avez Indridae, c'est des primates malgaches. Ensuite, vous avez les hominidés, donc c'est notre famille, les grands singes. Et ensuite, vous avez les lépilémures, c'est encore des prosimiens malgaches. Ilobatidés, les gibbons. Encore des lémuriens, les lémuridés. Kérogalidés, encore des lémuriens. Donc vous voyez que déjà, la première moitié du graphe, à gauche quasiment, vous avez soit des grands singes, soit des lémuriens malgaches. D'accord ? Et pour le reste, ensuite, vous avez essentiellement des petits singes. Les cercopithècidés, ce sont les singes africains et asiatiques. Les tarsiers, les loris, et ensuite les petits singes sud-américains, jusqu'aux galagos qu'on a aperçus tout à l'heure, qui sont assez peu menacés en Afrique. Donc les menaces, elles sont multiples. Hein, je pense que vous en avez tous à l'esprit. Mais globalement, si on fait un résumé, c'est l'exploitation de la forêt qui pose problème. L'exploitation de la forêt pour diverses raisons. D'accord ? Parce que cette cause première, qui est la déforestation, on en entend parler depuis toujours. Moi, j'ai commencé à travailler en tant que soigneur à la Vallée des Singes il y a 24 ans. Il y a 24 ans, il y avait une grande campagne, c'était la première grande campagne de l'Association européenne des eaux et des aquariums, et il y avait une grande campagne de sensibilisation des visiteurs de parcs zoologiques, qui sont à peu près 400 millions quand même chaque année à visiter les parcs. Donc ça fait 400 millions de personnes à sensibiliser chaque année. Donc il y a une première campagne qui avait été faite et qui sensibilisait justement à la déforestation et au commerce de viande de brousse. Parce que si on va loin en forêt, on a atteint des populations animales auxquelles on n'avait pas accès auparavant et ça peut favoriser le braconnage, etc., etc. Ça peut favoriser aussi l'apparition de maladies comme le Covid qu'on a vécu encore récemment, mais ça n'empêche que ça donne aussi accès à des animaux qui auparavant étaient protégés loin dans les forêts. On crée des routes pour exploiter la forêt et on accède ainsi, on favorise ça. Donc cette déforestation, moi je me souviens très bien, il y a quelques années que j'étais soigneur, je faisais une animation au nourrissage gorille et à la fin une dame qui avait à peu près 75 ans qui vient me voir, qui me dit mais moi, lorsque j'ai passé mon certificat d'études, j'avais déjà eu un problème sur la déforestation. Donc c'est pas réglé cette histoire ? Et je pense que vous avez entendu parler encore de la déforestation encore aujourd'hui. Donc effectivement, cette disparition des forêts, comme si la forêt était gênante, elle cause une énorme perte de biodiversité. En plus de rejeter énormément de carbone dans l'atmosphère, elle cause une perte énorme de biodiversité. Et chez les primates, comme on l'a vu, puisqu'on a 95% des espèces qui vivent en forêt, forcément, ça fait partie des espèces qui sont les plus menacées. D'accord ? Donc on a 76% des espèces de primates qui sont menacées par la disparition de leur habitat, qui est liée à l'agriculture. 60% des espèces liées à l'exploitation forestière par elle-même, donc le bois, que ce soit du bois de construction, des bois exotiques, pour faire nos salons de jardin, nos terrasses, nos fenêtres, etc., etc., mais aussi le bois de chauffage. Là-bas, les gens parfois sont très reculés de toute infrastructure, et la seule source d'énergie, ça va être effectivement le bois de chauffage ou le charbon de bois. Et on a 31% des espèces qui disparaissent à cause du pâturage. C'est-à-dire qu'on va raser, un peu comme vous avez entendu ce cher président Bolsonaro, ex-président Bolsonaro, au Brésil, qui voulait raser la forêt pour pouvoir planter du soja, nourrir ses vaches, et puis continuer de faire de l'élevage extensif de bovins, y compris sur les terres des Amérindiens. Enfin, quelqu'un de très recommandable. La deuxième menace, ça va être la chasse. Pourtant, c'est généralement la première à laquelle on va penser, hein, quand on n'est pas trop habitué. Qu'est-ce qui menace les espèces ? C'est la destruction de ces espèces, mais pas forcément. On a quand même 60% des espèces de primates qui sont victimes de chasse et de piégeage. On a beaucoup de pièges qui sont laissés comme ça et qui sont pas sélectifs. Hein, les chasseurs vont poser des pièges et puis ils reviennent, ils voient ce qu'il y a dedans, mais malheureusement, les primates se font bien souvent prendre dedans, y compris les grands singes. La perte d'habitat due à la construction de routes aussi, et de forages miniers ou pétrolifères, ça touche 2 à 13% des espèces, mais bien tout ça vient se surajouter à chaque fois. Donc l'agriculture, c'est la première menace. D'accord ? Mais ça dépend des régions, en fait. Voilà, vous avez 59% des primates sud-américains qui sont menacés par le pâturage des troupeaux.
alors qu'on a 54 à 90% des espèces qui sont menacées par la chasse en Afrique, en Asie ou à Madagascar. Pourtant, à Madagascar, pendant de nombreux siècles, il y avait des vrais interdits, en fait, ce qu'on appelait des fatis, des tabous, en fait, pour ne pas toucher, ne pas chasser, ne pas perturber les lémuriens qui vivaient près d'eux, parce que c'était un peu l'image des ancêtres. Mais malheureusement, la pauvreté, l'exploitation, les colonisations, etc., ont vraiment ruiné Madagascar, et aujourd'hui, il y a plus de 90% de la forêt malgache qui a disparu, donc forcément des espèces qui ont forcément disparu, bien qu'on continue d'en découvrir. Mais les animaux maintenant sont chassés parce qu'on a la perte en fait de ces traditions qui vient menacer aussi les animaux. Voilà. On a la conversion des sols pour le marché global et déforestation industrielle. Vous avez entendu parler de l'huile de palme, mais il n'y a pas que l'huile de palme. Le soja, alors c'est pas le soja qu'on mange dans nos salades, mais le soja qui sert à nourrir nos animaux d'élevage, qui va être cultivé généralement en Amérique du Sud. Le riz, je pense qu'on n'est pas très nombreux, à manger uniquement du riz de Camargue. Généralement, c'est le riz basmati, le riz thaï, donc ça vient forcément de l'autre côté de la planète. Le cacao, je pense que vous n'êtes pas prêts non plus à vous priver de chocolat. Le caoutchouc, tous nos pneus de voiture, notamment. La viande, parce qu'on a encore des exportations de viande. Enfin, des importations, en tout cas, de bovins sud-américains, d'ovins des zones plutôt asiatiques, etc., etc. Et puis l'utilisation des bois durs tropicaux. L'huile de palme, forcément, c'est quelque chose qui a un scandale qui a explosé il y a quelques années maintenant, et qui fait que effectivement la demande en huile de palme a explosé parce qu'on en met dans nos réservoirs de voitures, et puis que c'est une graisse qui est très facile à utiliser dans tous nos cosmétiques, nos biscuits, etc., nos pâtes à tartiner. Donc pour ce confort-là, effectivement, on a rasé des forêts tropicales entières au détriment de la biodiversité qui s'y trouvait. Donc la déforestation, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est à Madagascar. Vous aviez des collines qui étaient complètement recouvertes de forêts et qui sont maintenant un total désert, parce qu'il y a eu de l'exploitation. Et ensuite, on peut installer, dans certaines autres zones, ça c'est plutôt en Asie du Sud-Est, des raffineries d'huile de palme. Donc là, vous avez l'impression que la raffinerie, elle est au milieu de la forêt. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais en fait, tous les arbres que vous avez ici, à perte de vue, ce sont uniquement des palmiers. Donc c'est juste une monoculture. Il y a une seule espèce, comme un champ de maïs où il n'y a que du maïs. Là, vous avez un champ de palmiers à huile. Et donc dans ce champ de palmiers, il n'y a pas de biodiversité quasiment. Il y a très peu d'espèces qui peuvent se nourrir ici. Certainement pas de primates ni de grands carnivores en tout cas. Quelques oiseaux, quelques insectes, qui la plupart du temps vont être en plus chassés, parce que si en plus ils viennent pour faire leur prélèvement sur les noix de palme, forcément ça ne va pas plaire aux exploitants. Donc généralement en plus ces terres, c'était des tourbières, donc elles sont drainées, ce qui rejette une quantité phénoménale de carbone dans l'air, qui contribue grandement au réchauffement climatique. Et puis cette huile de palme qui va être produite à Bornéo, par exemple. Ensuite, on va la retrouver ici dans notre Nutella, dans nos carburants de voiture, dans nos chips, dentifrice, maquillage, etc. Donc, à titre d'exemple, je n'ai pas trouvé d'exemple de mesures plus récentes, mais je pense que de toute façon, ça a dû diminuer un tout petit peu. Mais entre 1990 et 2010, l'expansion de l'agriculture dans les pays compris dans l'aire de répartition des primates seulement, en fait, c'est estimé à 1,5 million de kilomètres carrés, donc à peu près 5 fois la France, sur ces 2 décennies de perte de la forêt et de conversion en terre agricole, en fait. Donc quand on parle terre agricole, on a l'impression ici qu'il faut sauver notre agriculture. Là, on parle de terre agricole, mais dédiée à la culture massive de soja, huile de palme, etc., d'EVA pour le caoutchouc, de cacaoyer, de caféier, etc. Au cours de la même période, la perte de surface forestière elle est estimée à 2 millions de kilomètres carrés. Puis la demande croissante en huile de palme, en fait, favorise complètement cette disparition. Aujourd'hui, le déclin de l'orang-outan, à Bornéo, il reste à peu près 70% de la forêt. La forêt a été totalement rasée. C'est le seul endroit où on trouve des orang-outans. Il y en a un petit peu à Sumatra, mais à Bornéo, il y a plusieurs espèces. Encore une espèce, l'orang-outan de Tapanuli, qui a été découvert là, il y a quelques années. Et donc, juste pour, quelque part, pouvoir rouler tranquille ici ou mettre du Nutella sur nos tartines, on rase des forêts de l'autre côté de la planète. Donc c'est ça qui est souvent très très agaçant
de voir que pour nous c'est juste du luxe, alors que là-bas finalement c'est la survie des espèces. Et encore on parle de l'orang-outan, mais on ne parle pas de tout le cortège d'espèces qui découlent et qui vivent dans les mêmes écosystèmes. Donc vous avez ici par exemple encore une fois une vue d'une plantation de palmiers qui a un aspect de forêt, donc ça reste vert, on a l'impression que ce sont des arbres. Au passage, les palmiers ne sont pas des arbres, hein, c'est un herbacé. Et donc une biodiversité complètement anéantie dans ces endroits-là. Voilà. On a une exploitation forestière aussi pour exploiter les richesses du sous-sol. Donc on a une mondialisation qui conduit aussi à une explosion du bois exotique. Ça c'était surtout dans les années 2000, où les salons de jardin en teck ont fleuri dans tous les supermarchés. C'était bon marché, pas forcément très bonne qualité, mais ce teck qui vient forcément d'Indonésie, mais on a d'autres bois, hein, acajou, ipé, etc. Vous en connaissez sans doute. Des chaînes de magasins, de meubles un peu exotiques aussi, où vous avez que du bois exotique. Beaucoup de nos fenêtres, portes dans les maisons aussi sont faites en bois exotique. C'est des bois qui résistent très bien dans le temps, à l'humidité, etc. Donc ils ont de vraies qualités, mais malheureusement, on les fait venir de l'autre côté de la planète, encore une fois, pour avoir des objets qui sont très à la mode ici. La surexploitation des forêts, en fait, elle va conduire à la construction de routes. Pour pouvoir sortir les grumes, les gros troncs d'arbres, il faut construire des routes pour que ces camions puissent accéder et sortir le bois. Si on construit des routes, les braconniers ont aussi accès. Et puisqu'il y a des gros camions qui vont ramener des troncs, on peut payer un petit bakshish au chauffeur et puis lui faire ramener quelques kilos, voire centaines de kilos de viande de brousse vers la grande ville où il y a une demande. Donc c'est un vrai problème aussi. Ça favorise grandement le braconnage. Je vous ai mis ici une photo, donc à la fois d'un grumier, donc les arbres, les grands camions qui vont transporter ces grumes vers les ports d'exportation vers l'Europe notamment. Ces pistes qui font des grandes cicatrices comme ça à travers de la forêt tropicale, qui permettent l'exploitation. Et puis ici, quelques prises d'un braconnier. Donc on reconnaît facilement un crocodile, mais toutes les autres pièces de viande, c'est un gorille qui est complètement découpé en morceaux. On a aussi une exploitation minière. Vous avez tous un peu de forêt tropicale dans la poche ou sur la table, avec votre téléphone portable, vos ordinateurs portables, la console de jeu à la maison, je pense tous les appareils vidéo, etc., informatiques. Il y a du coltan. En fait, ce minerai, on ne le trouve qu'en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, sur le territoire des gorilles de Grower, c'est une sous-espèce de gorille de montagne. Donc ce sont des mines à ciel ouvert, souvent exploitées par des enfants, souvent à la main de milices armées, etc. Donc là où ça met en colère, c'est quand on a des grandes marques de téléphone qui vont sortir des modèles tous les ans et demi, voire parfois plusieurs fois par an, pour certaines, et qui créent un engouement phénoménal, et que la majorité des portables soit qui tombent en panne, soit qui deviennent juste un peu démodés, ne sont pas recyclés. Même si ça vient un petit peu, maintenant on a un peu plus d'utilisation ou de vente de matériel reconditionné, mais malgré tout, ce coltan, en fait, il est perdu si on ne recycle pas nos appareils. Donc moi, je vous invite grandement à le faire, ou à acheter du reconditionné, et surtout à ne pas céder la mode de l'iPhone 37 qui va sortir bientôt, et qui menace vraiment la biodiversité, et qui en plus exploite la misère au Congo. Alors les mines, elles vont dégrader une toute petite parcelle généralement. Mais une fois qu'il y a une mine qui est créée, en fait, vous avez des gens qui y vivent. Et s'ils vivent là, ils sont loin de tout. Donc ils vont commencer à aller chercher des ressources en forêt, à faire leurs besoins aussi en forêt. Donc non seulement ils vont menacer, déstabiliser l'écosystème en place, en exploitant, voire parfois en surexploitant, mais aussi disséminer des maladies et des parasites auprès de la faune locale. Et parfois même tomber malade et pouvoir ramener un virus, une bactérie, une fois rentré au village. Donc c'est en Afrique et en Asie un vrai problème. Et puis en Guyane, c'est pourtant la France, mais on a un vrai problème d'orpaillage illégal qui est utilisé, qui est exploité avec du mercure. On extrait l'or en fait avec du mercure, ça pollue grandement les cours d'eau. Donc tous les animaux qui boivent dans ces cours d'eau, forcément, sont intoxiqués par la présence de mercure dans leur eau, mais on a aussi des peuples amérindiens qui vivent à ces endroits et qui sont aussi dépendants de ces cours d'eau et qui sont aussi très malades à cause de ça. Ça, je l'ai déjà évoqué avec effectivement les
les problèmes liés à la présence humaine en forêt et la dissémination de maladies notamment, et surexploitation. Et puis en fait, quand on exploite la forêt, parfois c'est fait de manière totalement anarchique. Alors là, c'est un tout petit exemple qui n'est pas très parlant, mais j'ai pas trouvé une meilleure photo. Vous avez par exemple au milieu de tous ces champs un petit bosquet qui reste ici isolé. Alors effectivement, si dans ce bosquet il y a une famille de chimpanzés, elle peut traverser là, les 300 ou 400 mètres de champ pour regagner la forêt ailleurs. Par contre, si c'est un micro-mammifère ou un gastéropode, le trajet va être super long pour cet escargot de regagner la vraie forêt. Donc en fait, dans ces bosquets qui deviennent isolés, on a parfois des animaux qui se retrouvent piégés et qui se retrouvent complètement à l'écart de tout le reste de la population. Donc ils ne vont plus se reproduire qu'entre eux, il va y avoir de la consanguinité, de l'apparition de tares, et donc c'est une population qui va s'éteindre. Donc là, quand c'est à l'échelle effectivement d'un tout petit bosquet comme celui-là, c'est pas très très grave. Mais quand c'est à l'échelle un peu plus importante, comme la photo suivante, où vous avez ces deux massifs forestiers qui ne sont plus reliés que par la forêt-galerie là, qui longe le cours d'eau au milieu. Vous arrivez à voir quand même sur les images? Oui, ça va. Parce que d'ici, ça me paraît très clair. Enfin, très clair. Trop clair. Donc là, ça devient quasiment impossible pour beaucoup d'espèces en fait, d'échanger des gènes d'une forêt à l'autre. Et à partir du moment où on a des populations qui sont isolées, encore une fois, c'est le meilleur moyen de faire que ces populations ou sous-populations deviennent consanguines et s'éteignent, en fait, puisqu'il n'y a plus d'échange de gènes avec le reste de la population. Donc c'est un vrai problème. Donc on a d'autres perturbations d'origine humaine. Vous avez les constructions de barrages, par exemple, sur les fleuves géants comme l'Amazone ou le Congo, le Mékong. Là, ça va être juste pendant que le barrage est construit sur le fleuve, on va dévier le fleuve pour construire le barrage, et ensuite la vallée va être complètement inondée. Et là, ça va être des centaines, voire parfois des milliers d'hectares de forêt qui vont être noyés. Donc c'est la limite aussi aux énergies vertes dans ces pays. Il y a des compromis à faire, on est d'accord, mais effectivement, ça se rajoute encore au reste des perturbations. Et puis, encore une fois, pour acheminer l'énergie, pour acheminer tous les matériels, les matériaux de construction, mais il faut créer de grandes infrastructures routières, ferroviaires, qui fragmentent la forêt et qui sont très très néfastes en fait aux espèces. La chasse, on l'a évoqué tout à l'heure, le braconnage, mais aussi la chasse traditionnelle. En fait, elle continue de menacer les espèces. Alors la chasse traditionnelle, elle n'a jamais menacé les espèces. Un village de pygmées qui va chasser quelques primates ou quelques antilopes, crocodiles, chaque année, c'est pas eux qui vont menacer la disparition, qui vont favoriser la disparition d'une espèce. Par contre, il y a un phénomène en Afrique notamment où on a une grande urbanisation. Donc on a des exodes en fait ruraux qui font que les villes deviennent surpeuplées et les gens vont rester en fait encore très attachés à leurs traditions. Donc comme le braconnage est facilité par l'exploitation des forêts, eh bien, il y a une demande croissante de viande de brousse dans les centres urbains. Donc on a un vrai trafic. Et quand on regarde par exemple quelques études, vous voyez que par exemple à Bornéo, on estime qu'il y a entre quasiment 2000 et 3000 orang-outans qui vont être chassés chaque année. Ce qui n'est pas soutenable, on est d'accord, pour une population d'à peu près, selon l'espèce, de moins de 100 000 individus. Et puis sur une autre étude, vous voyez que sur l'un des marchés Nigeria, Cameroun, sur 89 marchés, on se rend compte que juste sur une année, on a 150 000 carcasses de primates, de 16 espèces. Donc ici, vous avez en photo quelques cercopithèques avec la queue orange qui sont sur les étals des marchés. Donc on a un vrai problème de trafic de viande de brousse aussi qui arrive dans les aéroports européens, notamment à Roissy-Charles de Gaulle. Et là, c'est l'Association française des parcs zoologiques, la FDPZ, qui lutte beaucoup contre le trafic de viande de brousse et le trafic d'espèces, qui est le troisième trafic au monde, après le trafic des armes et le trafic de drogue, le trafic de faune et de flore sauvage, et le troisième trafic le plus lucratif de la planète. Voilà. Et ensuite, on a, même si c'est une frange, encore une fois, du braconnage, mais d'animaux vivants cette fois, qui vont alimenter encore quelques zoos asiatiques, essentiellement chinois et russes. On a des collectionneurs russes, notamment, qui vont aimer avoir un tigre, un lion ou un grand singe capturé dans la nature pour le zoo privé. Et puis en Chine, aussi beaucoup de zoos qui vont continuer, comme les Chinois sont très très présents maintenant en Afrique, qui vont continuer à alimenter ce type de demande. À savoir, j'en profite, que les zoos européens
et nord-américains, et sud-américains d'ailleurs, ne prélèvent absolument plus d'espèces dans leur milieu naturel. Hein, et depuis plusieurs décennies, on en reparlera peut-être après, il ne faut pas voir les zoos comme des braconniers. Ça, c'était vrai il y a 60 ou 70 ans encore, mais c'est fini maintenant. Une autre perturbation dont on est responsable, c'est le changement climatique. Le changement climatique, ça implique une modification des écosystèmes. Vous avez vu l'été dernier à quel point on a pu avoir chaud chez nous. Eh bien, ça fait monter les eaux. Vous l'avez entendu, hein, les glaciers, les banquises, etc. fondent. Donc ça va faire monter le niveau des mers. Donc toutes les zones les plus basses, les plus proches du niveau des mers, risquent d'être complètement inondées. Donc toute, je sais pas, l'Indonésie, toutes les Micronésies, etc. Toutes ces petites îles qui sont au ras de l'eau, qui ne font que quelques mètres d'altitude, vont disparaître. Donc forcément, les espèces qui s'y trouvent, au-delà des réfugiés climatiques que ça va provoquer chez notre propre espèce, on va avoir vraiment beaucoup d'espèces qui vont disparaître pour ça. Toute la forêt atlantique du Brésil aussi, hein, la forêt de la côte atlantique, qui est très très basse en altitude et qui va disparaître. Et puis un autre effet, ben, c'est celui par exemple chez les géladas. Alors là, ça touche que cette espèce-là, mais elle vit à l'étage, gélada que je vous ai mis juste ici, elle vit à un étage où les arbres ne poussent plus en Éthiopie, pardon, pas en Australie, c'est le seul endroit où il n'y a pas de primates, l'Australie. En Éthiopie, ils vivent à l'étage alpin, d'accord? Donc un étage où les arbres ne poussent plus. Donc avec le réchauffement climatique, ben, les arbres vont monter. On l'a déjà remarqué ici dans les massifs européens. Ils ont gagné parfois plusieurs centaines de mètres d'altitude. Les arbres poussent de plus en plus haut, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Donc eux vont voir la disparition de leur pâturage. Et au-dessus, ben, il n'y a pas au-dessus, d'accord? Donc s'il n'y a plus d'herbe à manger, le changement étant tellement rapide, qu'ils n'auront pas le temps de s'adapter. Donc ils finiront forcément par disparaître. Voilà. Si on parle un petit peu des populations en captivité, pardon, hein, j'ai pas fait attention, hein, mais maintenant on passe aux primates en captivité, là, je vous ai parlé du milieu naturel, mais sur les populations captives, alors moi je continue à parler de captivité, hein. Il y a des zoos qui font du greenwashing et qui disent non, il ne faut pas dire captivité, moi je continue à en parler, c'est pas un problème, je pourrais répondre à vos questions à ce sujet après, mais toutes les espèces ne sont pas représentées en captivité, d'accord, dans les parcs zoologiques. Par exemple, vous n'avez aucun gorille de montagne dans le monde, dans les parcs zoologiques, notamment. Alors pourquoi toutes les espèces ne sont pas représentées? Bah déjà, il y en a vraiment beaucoup, on continue d'en découvrir. Mais ça dépend aussi de quand elles ont été protégées. Donc en 1975, il y a la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces, qui a été mise en place, la Convention de Washington, on l'appelle aussi. Donc à partir du moment où elle a dit cette espèce-là est protégée, vous n'avez plus le droit de la prélever dans le milieu naturel, ben, soit on a réussi à faire perdurer la population jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a réussi à les faire se reproduire, soit on n'a pas réussi et la population a disparu en captivité. D'accord ? Ça dépend aussi, donc c'est ce que je viens de dire, des espèces qui ont survécu jusqu'aujourd'hui en captivité. Et puis ben, on a des espèces en captivité qui ne sont pas forcément menacées. Si vous êtes déjà venu à la vallée des singes, premier territoire, les saïmiris, les petits singes sud-américains, les singes écureuils, ben, ces saïmiris-là, cette sous-espèce-là en tout cas, elle n'est pas du tout menacée. D'accord ? On dit qu'elle est en préoccupation mineure pour l'IUCN. Bon, malgré tout, elle est là en captivité et elle prend de la place. Donc on a des populations qui sont forcément restreintes aussi en captivité. Puisque d'abord, on a peu de fondateurs. Les fondateurs d'une population, c'est ceux qu'on a capturés dans le milieu naturel. Parfois, ça se résume à moins de 10 individus hein, qui ont été capturés. Par exemple, on a une espèce de lémurien, les maquivari roux. Les maquivari roux, la population européenne, aujourd'hui, elle est issue de simplement 8 animaux, 8 fondateurs. Ça dépend, les populations peuvent être restreintes aussi parce qu'on a très peu de connaissances. Qu'est-ce qu'elles mangent? Comment elles se reproduisent? Est-ce qu'elles ont des besoins particuliers? Chez les saïmiris, dont j'évoquais tout à l'heure, par exemple, quoi qu'on fasse, tous les ans, en captivité, on a à peu près 30% de femelles qui font des fausses couches. Et on n'a pas l'explication. Peut-être qu'effectivement, dans le milieu naturel, c'est le cas aussi. On est incapable de l'étudier, puisqu'ils vivent à plusieurs dizaines de mètres dans la canopée de la forêt tropicale, la forêt amazonienne, dans des groupes de 80, 100 femelles. Donc on est incapable de les suivre, on est incapable de savoir la durée de gestation si on ne les a pas en captivité. Donc on ne sait pas non plus si effectivement il y a le même taux de fausses couches. On parle d'avortement spontané chez ces espèces. Donc il y a de faibles connaissances parfois sur l'alimentation, sur les besoins physiologiques, les besoins nutritionnels. Et puis parfois on peut avoir des problèmes de reproduction. D'accord ? On n'oublie pas que le milieu captif, c'est un milieu qui peut être appauvri par rapport
au milieu naturel. Donc parfois, on a des individus qui vont être séparés de leurs parents beaucoup trop tôt et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre et qui vont parfois avoir des difficultés à se reproduire, des mères qui délaissent les petits, des mâles qui ne savent pas s'accoupler ou qui ne sont pas attirés par les femelles lorsqu'elles sont en chaleur, etc., etc. On peut avoir ce type de problème. On a un espace qui est limité, puisque le nombre de zoos est limité en Europe. Donc forcément, chaque zoo va avoir à faire des choix. Ils ne veulent pas tous présenter les mêmes espèces, sinon il n'y a plus d'intérêt à aller visiter un zoo plutôt qu'un autre si on voit exactement la même chose. Donc tout le monde ne veut pas présenter la même chose, et puis tout le monde doit gérer son espace. La vallée des singes, on a beaucoup d'espace, mais un petit nombre d'espèces finalement, contrairement à d'autres plus gros zoos, qui vont donner des enclos beaucoup plus petits, mais qui vont avoir un plus grand nombre d'espèces. Voilà. Mais malgré tout, il y a une gestion. Est-ce qu'on prend plutôt telle espèce plutôt que telle autre? Quel type de tigre on présente? On ne va pas présenter toutes les espèces de tigres, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a une demande du public, il y a une influence du public. On voit bien, le zoo de Beauval, par exemple, qui passe de 860 000 visiteurs à 2 millions de visiteurs en quelques années, juste parce qu'il présente un couple de pandas. D'accord? Quand vous voyez sur une espèce comme ça qui a une attractivité démente, et pour tout dire pas du tout rationnelle, sur notre espèce, hein, c'est la mignonitude du panda qui fait que tout le monde veut aller voir les pandas et tout le monde se précipite dans ce parc-là. Donc ça, voilà, il y a des choix d'espèces qui vont être faits aussi par certains directeurs de parcs pour pouvoir justement simplement permettre la survie du zoo et continuer à être actif pour la conservation par ailleurs. Donc il y a un vrai choix, entre guillemets, marketing d'espèces qui peuvent plaire aux visiteurs, juste pour pouvoir survivre et continuer le travail. Donc ça, c'est pareil. Parfois, il y a des espèces qui n'auraient pas besoin d'enclos ou d'être reproduites en captivité, mais puisqu'elles font venir des visiteurs, c'est ces espèces-là qui vont être choisies. Bon, pour revenir plus aux primates, on va arrêter de parler des pandas qui m'énervent. Quand vous voyez un petit peu là ici, je vous ai mis un tableau pour vous montrer à quel point les espèces ou les familles vont être sous-représentées en fait en captivité. D'accord? Donc les prosimiens, vous vous rappelez, on a vu ça tout à l'heure, sont notamment les lémuriens de Madagascar, entre autres. On a en tout, dans le milieu naturel, 155 espèces de 23 genres, et si vous regardez en captivité, on n'a que 7700 animaux, et parmi lesquels on a presque 4000 makikata. Makikata, c'est ceux dans le dessin animé Madagascar, le roi un peu dingue là, qui chante, avec la queue noire et blanche. Voilà, on a presque 4000 animaux sur les 7700 qui sont d'une seule espèce. Parce que c'est une espèce que tout le monde connaît, avant même le dessin animé quand même, qui est très facile à héberger, qui est facile à reproduire, etc. Et qui plaît beaucoup au public. Donc voilà, on a 4000 makikata. Mais les autres, en fait, les 4700 animaux qui restent, ils se répartissent en 32 autres espèces. Vous voyez, donc ça fait forcément des toutes petites populations. Calitrichidés, c'est tout ce qui est Ouistiti et tamarin. On a que 6000 animaux en tout. Ça, c'est tout confondu, hein, c'est au niveau mondial. Hein. C'est Europe et Amérique du Nord, et Amérique du Sud d'ailleurs. Ensuite, Aotidés, bon, ça, ce sont des petits singes sud-américains. On n'en a que 200 en captivité. Vous voyez qu'on a 600 animaux de la famille des capucins. Capucin, c'est celui qui revient à chaque fois s'il y a le sommaire, par exemple, là, mon petit singe noir et blanc. Les atélidés qu'on a vus tout à l'heure avec la queue préhensile, on en a 1000. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a une population ultra restreinte. Donc il faut forcément qu'on apprenne à gérer ces animaux. En tout, ça représente, juste chez les primates, sur ces zones mondiales-là, hein, dans les zoos européens, nord-américains, États-Unis, Canada, et sud-américains, très peu de zoos en Amérique du Sud, ça représente en tout que 33 500 primates. D'accord? Donc c'est vraiment 3 fois rien. La population de Poitiers, 90 000 habitants. D'accord? Alors vous imaginez, là, on a le tiers de ça, et ça représente juste toutes les populations de primates, de toute espèce confondue qu'on peut avoir en captivité. Donc vous imaginez le problème que ça peut représenter de devoir à gérer ça. Donc pour pouvoir les gérer convenablement, en fait, les zoos se sont organisés, ont créé des programmes d'élevage. Ce qu'on appelle en Europe les EEP. Aux États-Unis, ce sont des SSP. En Europe, les EEP. Un EEP, c'est un programme
ex situ de l'EASA. L'EASA, j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus, l'Association européenne des eaux et des aquariums. Il faut pouvoir être membre de l'EASA pour pouvoir vous présenter les espèces rares, menacées, qu'on vous présente par exemple à la Vallée des Singes. Si vous n'êtes pas membre de l'EASA, vous ne pouvez pas montrer des gorilles, vous ne pouvez pas montrer de primates en général. C'est les petits parcs par exemple qui vous montrent des daims, des wallabies, des biches, etc. Des espèces qu'on voit très, très communément ne sont pas membres de l'EASA. À partir du moment où vous avez des espèces qui sont menacées, plus emblématiques, des lions, des zèbres, des girafes, etc., il faut être membre de l'EASA. À partir du moment où on est membre de l'EASA, ça veut dire qu'on remplit des critères de qualité dans les soins, des critères de bien-être, des critères de professionnalisme, etc., de spécialisation, vraiment dans les espèces qu'on vous présente. Donc c'est un gage de qualité de faire partie de l'EASA, et à partir de là, donc, on a accès à ces animaux qui sont en programme d'élevage. Donc ces EEP, en fait, ils vont être organisés pour pouvoir, en étant justifiés toujours. Alors aujourd'hui, avant on les justifiait pour la conservation, la sensibilisation et l'éducation environnementale. On considère aujourd'hui que même l'éducation environnementale, c'est déjà de la conservation. Le message que je vous fais passer aujourd'hui, c'est déjà un premier pas de conservation. J'espère qu'en rentrant chez vous, vous aurez gardé quelques petits trucs et que vous modifierez peut-être vos comportements en faveur de la préservation de cette biodiversité. Voilà. Donc les EEP, ils ont pour justification la conservation des espèces, mais pas juste de garder une population de secours. Bien sûr que ça fait partie des objectifs, mais on se doit en tout cas de respecter plusieurs critères. Quand on est coordinateur d'une espèce, moi je coordonne trois espèces pour l'Europe, les attelles à face rouge, les capucins à épaules blanches et les saïmiris du Pérou. Et pour ces trois espèces, en fait, je me dois de connaître tous les individus qui vivent en Europe. Donc ils sont tous listés dans un studbook. Je connais elles sont enregistrées, je les connais pas par cœur. Les relations de filiation de tous ces animaux, pour éviter les croisements consanguins ensuite. On essaye de ne pas avoir d'hybrides dans notre population, ce serait bien le pire. Si j'ai un saïmiri de Bolivie qui traîne dans ma population, il ne faut absolument pas qu'il se reproduise avec mes saïmiris du Pérou. Dans la nature, peut-être qu'effectivement cette hybridation se produit. En captivité, on ne peut pas s'amuser à jouer aux apprentis sorciers et à croiser des espèces parce que cet animal, il est là, avec autant qu'il reproduise. Donc ça, on essaye vraiment d'être très au point là-dessus. Et on cherche à avoir la plus grande diversité possible dans notre population. D'accord ? Ça vous parle, la diversité génétique, un petit peu ou pas ? Peut-être pas à tout le monde a fait de la bio ici, je ne sais pas quel est votre profil. À chaque fois vous avez imaginé un énorme sac de M&M's, et à chaque fois qu'on fait un bébé, on prend une poignée de M&M's, d'accord ? Donc on tire 3 jaunes, 2 oranges, 1 bleu, 4 rouges, voilà. Et à chaque fois qu'on fait un bébé, on retire une poignée de M&M's, et du coup on a une diversité génétique qui s'exprime, voilà, on va retenir. Si dans votre grand sac, il n'y a que 3 M&M's marrons, il y a peu de chances de les tirer. Pourtant, peut-être que ces gènes, ils font partie de la diversité génétique de votre espèce. Donc le but, c'est de faire reproduire le plus possible les animaux qu'on a dans notre population pour avoir la plus grande diversité génétique et être sûr de retenir la diversité génétique qu'on a de base de nos fondateurs, qui sont, encore une fois, parfois très très peu nombreux. D'accord ? Donc c'est déjà un échantillonnage de ce qui existe dans la nature, mais si on fait faire que quelques bébés, on ne va pas avoir des populations qui sont très variables d'un point de vue génétique et qui donc vont peut-être avoir très peu de chances de survie une fois qu'on les remettra dans le milieu naturel, parce que c'est ça le but. Si on a des animaux, une population qui a une diversité génétique forte, c'est pour pouvoir, le jour où on pourra les remettre dans la nature, être sûr qu'ils vont pouvoir s'adapter au changement climatique, à la présence peut-être de nouveaux prédateurs, de nouveaux aliments, etc., etc. Notre diversité génétique, elle sert surtout à ce qu'on puisse s'adapter aux changements quand ils ne sont pas trop rapides. Donc l'objectif très lointain, c'est réintroduire. Donc, je fais une parenthèse ici, réintroduire des primates aujourd'hui dans le milieu naturel, c'est impossible. D'accord ? Aujourd'hui, le milieu naturel, il est trop menacé pour qu'on puisse réintroduire des animaux dans des environnements sur lesquels il y a une forte pression. D'accord ? On peut très bien remettre des animaux dans la forêt tropicale africaine, et si demain elle est rasée pour une plantation de palmiers à huile, voilà, ou si ces massifs forestiers où on les réintroduit ne sont pas connectés avec le reste de la population, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc parfois vous avez des opérations un petit peu marketing de certains parcs qui disent ah, on a réintroduit 2 gorilles au Congo, par exemple. Voilà. Sur les 2 réintroduits au Congo, il y en a une qui est morte et l'autre qui a eu un bébé, mais en tout cas elle est sur une île. Donc elle ne participe pas en fait à la sauvegarde de son espèce, puisqu'elle ne s'échange pas des gènes avec le reste de la population autour. Donc il y a eu une seule, pour l'instant,
deux réintroductions de primates qui ont fonctionné. La première, ce sont les tamarins dorés au Brésil. Donc ça, c'était à la fin des années 90. Là, cette réintroduction, elle a eu lieu à partir de petits singes qui sont nés en captivité en Europe, notamment le zoo de la Palmyre, hein, qui avait participé, fourni des animaux pour réintroduire au Brésil. Mais là, la forêt était intacte, en fait. Si les animaux avaient disparu de la forêt, c'est parce qu'ils avaient été braconnés, parce que c'est ces animaux qui sont tout dorés, très jolis. Ils avaient été braconnés pour le plaisir d'en faire des animaux de compagnie ou pour les collectionneurs privés. Donc là, réintroduire une population dans un environnement qui était préservé et qui, du coup, a ensuite été protégé, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de tamarins lions dorés qui vivent dans la forêt atlantique du Brésil. La deuxième qui commence à fonctionner sont des maquivareros à Madagascar, où là, le zoo de Douai-la-Fontaine, on sort de notre région, mais c'est quand même pas très très loin, qui a pu réintroduire des varis à Madagascar dans un environnement préservé, avec des éco-gardes maintenant qui protègent. Et donc, il y a déjà des premières reproductions qui ont été observées à l'état naturel. Mais sinon, voilà, c'est les deux seuls exemples de réintroduction de primates, j'allais dire successful, à succès, qui ont fonctionné pour l'instant. Partout ailleurs, on ne peut pas le faire parce que l'environnement est trop dégradé, parce qu'on fait trop pression dessus. Donc pour l'instant, en parc zoologique, les primates, on est obligé de garder nos populations, de les faire reproduire autant qu'on peut, dans la limite de l'espace disponible et dans la limite de la consanguinité, parce qu'on a très peu de fondateurs, pour pouvoir un jour peut-être les réintroduire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc vous avez d'autres exemples de réintroduction qui fonctionnent bien, mais pas chez les primates. Vous en avez chez les chevaux de Przewalski, ça a très bien marché, les vautours, etc. Voilà, il y en a plusieurs autres, mais je suis moins spécialiste. Donc en tant que coordinateur, on se doit de connaître non seulement la situation en captivité, mais aussi la situation dans le milieu naturel. Moi, si je préserve les attelles à face rouge ici, mais je ne sais pas quel est leur statut, quelles sont les menaces auxquelles ils ont à faire face en Guyane française, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le One Plan Approach. C'est l'IUCN qui a édicté ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les zoos, les ONG sur le terrain, les associations de protection des espèces, les refuges, etc., les sanctuaires, et les grandes ONG qui sont sur place, et aussi les gouvernements, on essaye de coordonner notre travail pour mener à bien ces différentes conservations, que ce soit in situ ou ex situ. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors pourquoi préserver les primates ? Ils sont importants pour nous, déjà, de toute façon. Si on regarde égoïstement, on partage quand même une histoire évolutive commune. On n'est déjà plus que les derniers représentants de notre genre aujourd'hui. Si on peut éviter de perdre encore plus de nos plus proches cousins, ce serait bien. Il y a certaines cultures qui ont effectivement une place, chez lesquelles les primates ont une place centrale, le dieu Hanuman ou le dieu Thoth. Maintenant, il y a aussi, pour certains pays, une vraie ressource économique, touristique, en fait, d'avoir des primates qui sont faciles à voir. Là, je vous ai mis une photo d'un temple indonésien avec des macaques. Mais vous pouvez aussi vous payer un trek pour aller voir les gorilles de montagne, au Rwanda ou en Ouganda, par exemple. Il y a une vraie ressource. C'est devenu une vraie ressource de préserver les animaux, préserver les espèces. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a toujours il y a un rôle écologique. Est-ce que les animaux vivent encore dans leur forêt ? Les primates, ce sont des grands disperseurs de graines. Ils consomment un fruit à tel endroit, et puis ils vont aller déféquer à plusieurs centaines, voire parfois plusieurs kilomètres. La graine va germer dans leur déjection et un nouvel arbre va pousser. D'accord ? Donc on a aussi, même si c'est peu étudié encore, des rôles de pollinisateurs des petits singes aussi qui vont aller manger le nectar de certaines fleurs et qui, avec les moustaches ou les poils de leur face, vont pouvoir polliniser aussi certaines espèces. Et parfois, c'est vraiment très très important. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, c'est 48% des plantes dispersées par les primates qui ont une importance soit culinaire, soit culturelle, pour les populations locales. En Ouganda, c'est un petit peu moins, mais 42%. Voilà, 42% des végétaux dispersés par les primates qui ont une importance pour les populations humaines locales. Donc on a quasiment la moitié de ces plantes qui sont consommées par les singes qui disparaissent soit de l'alimentation, soit de l'utilisation culturelle pour la pharmacopée, pour les rituels, etc., pour l'habillement parfois, de ces populations humaines locales. Donc c'est vraiment très très important. Même si ça nous réjouit moins, ils ont grandement participé à l'élaboration de traitements médicaux. Sida, hépatite, tout ça, ça a été testé sur les primates, y compris sur des grands singes. Les chimpanzés de la vallée des singes, par exemple,
viennent d'un laboratoire hollandais où étaient étudiés les traitements contre le sida et contre l'hépatite. Eux n'ont pas subi de test, mais en tout cas, dans ce laboratoire, il y avait vraiment ce type d'expérimentation. Bon, c'est pas les seuls, hein. Il y a bien d'autres traitements qui sont toujours testés, ou des greffes par exemple, qui sont testés encore sur des primates en Europe ou aux États-Unis. Donc, pour conclure, même si ma conclusion elle est longue, hein, c'est pas tout de suite la fin, je suis désolé pour ceux qui somnolent, l'importance de la conservation en fait. Hein. La conservation des primates, en fait, elle trouve, comme je vous l'ai écrit, multiples justifications, mais on l'a vu, d'accord ? Éthique. Pourquoi faire disparaître des animaux, des espèces? On se doit de les préserver. Et morale, bien sûr. Écologique. Si une espèce disparaît, elle ne peut plus remplir son rôle écologique. On l'a vu, on en parlait de dispersion des graines notamment, mais pas seulement. Culturel, pour l'humain. Mais bon, c'est difficile de donner des leçons à certains pays, alors que nous-mêmes, on a du mal à vivre avec nos loups et nos ours. Bien qu'ils occupent une place culturelle hyper importante. Hein. Combien d'histoires sur les loups vous avez écoutées quand vous étiez petit? Et continue à avoir la place du loup. La place du loup, elle est des plus importantes dans la culture européenne, et pourtant on est incapable d'aujourd'hui, ou presque, de cohabiter avec eux. Donc c'est difficile après de dire, bah non, mais il faut que tu laisses ton tigre, ou bah non, il faut que tu laisses les chimpanzés, même s'ils mangent ton maïs ou ton manioc, c'est important. Peut-être que pour certaines peuplades, c'est difficile, autant que pour nous, de préserver ces animaux. Donc, difficile de trouver des solutions, mais malgré tout, il y en a. Là où on peut être le plus important, le plus efficace, c'est sur les populations locales en fait. Donc réussir à réduire l'accroissement des populations humaines dans les aires de répartition, parce que dans ces aires de répartition tropicales, effectivement, c'est là qu'on va avoir des taux de fertilité les plus importants sur la planète. Donc on est bientôt 8 milliards, mais ça se concentre quand même dans certaines zones, effectivement, où le niveau d'éducation est assez faible, mais le niveau d'éducation des filles et des femmes est aussi parfois inexistant. Donc favoriser l'éducation des filles, réduire la pauvreté, améliorer la santé, tout ça, ça fait partie même si on n'a pas une impression d'avoir un aspect direct, mais en travaillant sur ces aspects, on va avoir un vrai impact en fait ensuite sur la conservation des milieux et des espèces. Si les petites filles vont à l'école, mais elles ne resteront pas au village pour juste aller chercher le bois dans la forêt et faire la cuisine, en fait. Elles vont avoir un métier, d'accord? Et puis, c'est un cercle vertueux, ensuite. Elles auront des jeunes femmes éduquées, aussi, dans ces pays-là, acceptent généralement moins de faire 7-8 enfants au cours de leur vie. Donc, on a un vrai impact, en fait. Développer l'utilisation durable des terres. Ça fait partie aussi des politiques qui doivent être mises en place, des politiques agricoles qui doivent être mises en place en Europe et en Amérique du Nord, mais dans ces pays-là aussi. Pourquoi continuer à leur apprendre à faire les bêtises qu'on a pu faire, nous, avec nos pesticides et notre agriculture intensive, alors qu'on peut aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour qu'il y ait une biodiversité qui s'installe avec l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Et puis préserver les modes de vie traditionnels aussi. Imposer simplement le mode de vie occidental absolument partout. On voit bien que notre mode de vie occidental, il pose problème puisqu'il est trop consommateur. On consomme plus, vous vous rappelez, il faut deux planètes Terre pour si toute l'humanité devait vivre comme des Français, et presque 3 si tout le monde devait vivre comme des Américains. Bon, si on exporte nos modes de vie ailleurs, les ressources de la planète ne suffiront absolument pas. Donc préserver les modes de vie traditionnels et nous devenir un peu moins gourmands, c'est aussi très très important. Il faut une protection renforcée aussi, d'accord ? Créer des aires réellement protégées, c'est vraiment très très important, parce que c'est pas le tout de décréter qu'il y a un parc national à tel endroit. Si derrière vous n'avez pas d'éco-garde, pas de surveillance, pas de réglementation qui empêche les gens d'aller chasser, braconner, que ce soit braconner des animaux, mais aussi du bois ou des plantes, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment une réglementation forte. Soutenir les initiatives de gestion durable ou raisonnée, en fait. On a beaucoup de petites initiatives, un petit peu partout maintenant qui émergent en Afrique, en Amérique du Sud, et qui sont vraiment porteuses d'espoir. Nous, à la Vallée des Singes et au Conservatoire pour la protection des primates, on soutient depuis une douzaine d'années maintenant l'ONG Mboumontour en République démocratique du Congo, qui travaille sur les bonobos, mais qui en fait d'emblée avait une vraie vision. Ils ont créé pour la première aire communautaire forestière d'Afrique. Donc ce sont tous les petits villages autour qui gèrent leurs forêts et qui protègent les bonobos, qui protègent leurs ressources et qui empêchent en fait les promoteurs de venir acheter la forêt pour faire des grandes plantations de palmiers à huile, de manioc, etc. Donc c'est vraiment très très important.
les corridors forestiers, comme je vous ai écrit. Ces corridors forestiers, en fait, c'est simplement des arbres qui vont être plantés entre deux massifs forestiers qui étaient isolés, qui sont retrouvés isolés parce que les champs ou les infrastructures routières ont été installées. Donc on replante des arbres pour pouvoir permettre l'échange de gènes des populations animales entre ces forêts. Donc ça commence à porter ses fruits. Les nouvelles technologies, même si tout à l'heure j'en ai fait un petit peu la critique avec le coltan qui est présent absolument partout, mais malgré tout, les nouvelles technologies comme les drones, elles permettent une plus grande surveillance aussi de ces aires protégées. Quand vous avez un parc national qui va faire 40 000 hectares, compliqué d'avoir une troupe d'éco-gardes suffisamment importante pour pouvoir être présente partout et vraiment protéger les animaux. Par contre, avec des drones, maintenant, on peut vraiment surveiller. Donc il faut former, bien sûr, les populations locales, mais en leur fournissant des drones, on peut permettre aussi une plus grande surveillance et une plus grande réactivité aussi des patrouilles pour pouvoir aller intercepter les braconniers, par exemple. Les lois, on en a parlé, pour rendre aussi le trafic illégal vraiment surveillé et vraiment contrôlé, notamment dans les aéroports de départ, parce que c'est bien beau de saisir quelques tonnes de viande de brousse à Roissy, mais l'idéal, ce serait de pouvoir les stopper avant, et même qu'elles n'arrivent même pas à l'aéroport, en fait, que vraiment ce trafic de viande cesse totalement. Donc il y a une vraie utilisation aussi des réseaux sociaux pour pouvoir contrecarrer un petit peu, sensibiliser en tout cas, à la préservation de certaines espèces. Et sur la diapo suivante, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez très bien, ici à gauche vous avez un loris, donc ça c'est plutôt en Indonésie, etc., au Laos, d'accord, et qui sont capturés pour pouvoir être pris en photo avec. On a la même chose au Maroc, d'accord, avec les magos, les macaques berbères. Vous allez retrouver des montreurs de singes, et puis ou dans l'hôtel. Vous allez à l'hôtel, et puis il y a un perroquet, ou il y a un paresseux, et on fait payer les touristes pour se faire prendre en photo avec ça. Donc il y a un vrai, maintenant, de plus en plus, alors il y a une vraie appétence pour les touristes, pour les animaux, mais en fait derrière ça va être tronqué, parce que ces personnes en fait veulent être prises en photo avec l'espèce. Donc voilà, j'ai un beau-frère gendarme mobile qui a vu en Guyane couper des arbres pour que les touristes se fassent prendre en photo avec le paresseux qui était en haut de l'arbre, par exemple. Voilà. Donc il y a une vraie dérive. Et ensuite, l'animal peut être complètement blessé. Et puis, bon, si c'est tous les jours un arbre et un paresseux qui disparaissent, ça va être compliqué. Donc là, chez les loris, par exemple, ces montreurs-là, dans les rues, on se fait en prendre en photo et ensuite ils publient sur les réseaux sociaux. Donc cette association, par exemple, le Little Fireface Project, qui essaye de traquer et qui à chaque fois dénonce énormément. Il y a de la vraie maltraitance en fait pour ces animaux. Alors là, au-delà de porter un pull moche, il s'est fait arracher les dents aussi, ce petit prosimien, parce que c'est le seul primate en fait à avoir une salive venimeuse. Donc on lui arrache les dents pour qu'il provoque des blessures moins profondes et qu'il ne puisse pas inséminer son venin. Voilà. Donc on a failli perdre Lady Gaga et Rihanna, pardon, qui avaient utilisé ce petit primate dans le tournage d'un clip et qui s'étaient fait mordre toutes les deux. Le clip du coup n'est jamais sorti. Enfin, les clips ne sont jamais sortis, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment, vous voyez à quel point l'utilisation. Voilà. Justin Bieber, qui avait été aussi pris avec un capucin à la sortie d'un aéroport à Munich, etc. Voilà, il y a une vraie influence de certaines célébrités comme ça qui vont s'exhiber avec des animaux sauvages et qui donnent envie à d'autres, en fait, simplement à leur public, de faire la même chose et de découvrir ces animaux. Un des aspects qui, quand on pense, je pense que dans le grand public, quand on pense conservation des espèces, on pense aussi aux sanctuaires. Donc là, je vous ai mis une photo de l'Olaya Bonobo, c'est aux République démocratique du Congo, une association fondée par une Belge, Claudine André, qui récupère les orphelins bonobo à Kinshasa et qui ensuite les fait élever par des mamans congolaises, des mamans de substitution, et qui ensuite constituent des groupes de bonobos qu'elle fait visiter aux écoles du coin pour les sensibiliser, etc. Mais ça, c'est très très coûteux en fait. C'est aussi coûteux qu'un parc zoologique finalement. D'accord ? Il faut nourrir ces animaux, il faut payer ces mamans de substitution, etc. Les infrastructures, les clôtures, etc. La réfrigération de la nourriture, etc. Donc c'est vraiment très très coûteux. Ces sanctuaires, il ne faut pas les négliger, mais généralement c'est quand même des infrastructures qui sont ultra coûteuses et qui ont une faible efficacité en termes de protection de la nature, en termes de protection des espèces. Mais malgré tout, effectivement, c'est important qu'elles existent. C'est vraiment pas l'acteur principal de la conservation. Hein, protéger les populations, comme je vous l'ai dit, c'est aussi, nous, d'un point de vue
rendre leur environnement un peu plus sécure. Et puis nous, c'est essayer de réduire notre empreinte écologique. Donc vous avez peut-être entendu parler il y a quelques mois d'une loi française contre la déforestation importée. Donc c'est une histoire de faire attention que tous les produits qu'on importe et qu'on ne peut pas produire sur le sol français, cacao, caoutchouc, café, etc., les oranges pour notre jus d'orange, bref, le coltan de nos portables, que tous ces matériaux ou ces denrées en fait viennent de zones qui n'ont pas été déforestées pour le produire. Alors l'huile de palme aussi, bien sûr. Donc maintenant, les fournisseurs doivent fournir la preuve que les produits qui sont achetés par la France ne proviennent pas de ces zones déforestées. Donc c'est une vraie avancée, même si elles ont peut-être été déforestées il y a 15 ou 20 ans, pour pouvoir aujourd'hui nous produire ces denrées. Donc une fois qu'on est sensibilisé, on peut aussi essayer de réduire notre consommation en produits qui proviennent de zones déforestées, de zones tropicales. Donc là, je vous ai mis... on peut continuer de consommer du café, mais on peut peut-être choisir le café orang-outan. Il est ultra difficile à trouver. Mais c'est des caféiers qui poussent à l'ombre de la forêt, donc c'est du café de très grande qualité. Parce que malheureusement, avant, on a rasé la forêt pour planter des caféiers. Et en fait, c'est beaucoup plus de production, mais un café de moins bonne qualité. Quand on fait pousser les caféiers à l'ombre de la forêt, le café est bien meilleur, mais le caféier a un rendement beaucoup plus faible, en fait. Donc là, ce sont des caféiers qui sont plantés dans les forêts où vivent les orang-outans. Les orang-outans n'y sont pas chassés, il y a même des endroits, des ponts, des corridors qui vont favoriser leur déplacement. Et donc, ils sont vendus au profit, en plus, d'associations qui vont être vraiment actives pour la protection de l'orang-outan. On peut choisir autre chose que du bois exotique pour son salon de jardin ou la terrasse autour de sa piscine. On peut aussi pas avoir de piscine d'ailleurs. On peut manger local, la viande locale, en manger moins, etc. etc. C'est différentes actions, mais vous avez sans doute entendu parler. Ça devient très quotidien maintenant d'entendre tout ça. La recherche scientifique, elle peut aussi contribuer à changer les choses. Parce que si vous regardez, vous faites une bibliographie des publications sur les primates, il y a à peu près 90% des publis scientifiques qui ne traitent que de recherche biomédicale. Donc si la recherche scientifique a arrêté de travailler sur les recherches biomédicales sur les primates, mais au contraire se focaliser sur les projets de conservation ou l'étude des primates dans le milieu naturel, comme l'utilisation des plantes médicinales par exemple chez les chimpanzés. Pour l'instant on a commencé chez les chimpanzés, mais il y a des dizaines d'espèces qui peuvent être étudiées de cette manière. Ce serait aussi une manière de rendre un peu plus importante encore la famille des primates à nos yeux. Voilà. Donc nous, en fait, à la Vallée et au Conservatoire pour la protection des primates, on a essayé à notre échelle de faire des petites choses. Donc le conservatoire, en fait, il a été même créé juste avant la Vallée des Singes. La Vallée des Singes, ça a ouvert le 14 juillet 98, fin 97, mais ça va juste plus vite de créer une asso qu'une entreprise. On a créé, j'y étais pas encore, le Conservatoire pour la protection des primates a été créé en novembre 97. Donc, vraiment, ça a été une association qui était là pour but d'œuvrer à la conservation des primates. Voilà, pour montrer, effectivement, on crée un parc zoologique, et à la fin des années 90, on avait encore, je sais que ça traîne encore, la réputation que les parcs zoologiques sont des anciens trafiquants, des braconniers qui vont se servir dans la nature, que les animaux sont malheureux, etc. On pourra en parler si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc là, vraiment créer cette association pour dire, voilà, d'emblée, nous, on s'ancre dans la conservation des espèces. Donc au départ, l'association avait 0 moyen, bien sûr, mais au fil des années, on a pu collecter des fonds et pouvoir aujourd'hui être autour de 100 000 € qui sont versés chaque année à des projets de protection des primates dans le milieu naturel. Alors 100 000 € pour un parc qui fait 130 ou 150 000 visiteurs par an, c'est vraiment important. Moi, je préférerais pouvoir reverser 1 million d'euros chaque année, hein, mais il va falloir que vous veniez tous plusieurs fois à la Vallée des Singes pour que je puisse le faire, et puis que vous nous laissiez de l'argent. Et pas à la Vallée, au conservatoire d'ailleurs. Donc on a plusieurs actions. Donc voilà, parfois on est un peu ridicule à se déguiser en makikata, mais en tout cas on essaye de sensibiliser les gens aux espèces. Donc les plus petits qui vont être maquillés, on leur fait découvrir le jeu du aïe-aïe, aller chercher un petit peu en aveugle qu'est-ce qu'ils vont découvrir avec les mains, etc. Il y a différents stands pour essayer de sensibiliser aux menaces, soit aux menaces auxquelles les primates doivent faire face dans le milieu naturel, soit des particularités en fait, de certaines espèces. On a été aussi, la Vallée des Singes a été les premiers parcs en France à proposer aux gens de parrainer des singes. Donc en fait, les singes de la vallée sont là.
vous pouviez y être attaché parce qu'il porte le prénom de votre fils, qui sont nés le même jour que vous, ou que c'est votre espèce fétiche. Vous recevez des nouvelles plusieurs fois par an pour une petite somme, et cette somme, elle est reversée intégralement en fait à l'association. D'accord ? Il n'y a rien qui rentre dans les caisses du parc zoologique pour cela. Donc ça, c'est un vrai succès. On a plus de 400 parrains dans la France, enfin pas qu'en France d'ailleurs, mais bon, dans la France entière, qui parrainent des primates de la vallée des singes. On a aussi été les premiers à proposer aux gens de vivre une journée d'animalier, donc soigneur d'un jour. Donc là, c'est 250 € qui sont versés à l'association pour venir découvrir toutes les facettes du métier de soigneur et de voir les coulisses et de participer au nourrissage et aux différentes activités. Donc oui, on leur fait ramasser des crottes le matin, ça commence bien. Mais ensuite, effectivement, ils vont travailler à confectionner des jeux pour les animaux, à écouter beaucoup de discours sur les différentes espèces qu'ils vont croiser, et puis ils finissent dans un des bâtiments des grands singes avec beaucoup de proximité. Donc généralement, les gens qui repartent, eux, sont vraiment sensibilisés à la cause lorsqu'ils s'en vont. Donc ça, ce sont les projets qu'on soutient de par le monde. Donc vous voyez qu'on a plusieurs projets en Amérique du Sud, sur les tamarins à pied blanc, le titi de Saint-Martin, les tamarins à Lyon. En Afrique du Nord, on a donc ces macaques berbères, les magos, au Maroc. Wapka, c'est sur des cercopithèques au Bénin et en Côte d'Ivoire. Mboumontour, je vous en ai parlé, c'est sur les bonobos en République démocratique du Congo, à l'ouest. Le projet Itombwe, à l'est de la RDC, c'est sur les gorilles de Groer, donc les cousins des gorilles de montagne. La EECL, au nord de Madagascar, c'est sur les lémuriens. C'est Association européenne d'études et de conservation des lémuriens. On a un autre projet depuis que j'ai fait ce planisphère au sud de Madagascar qui s'appelle Helpsimus, qui est coordonné par une primatologue française qui s'appelle Delphine Roulet, qui travaille sur les petits apalémurs. Vous avez le projet Macaca nigra, là, l'espèce de, on croirait un félin qui bâille. C'est un macaque, c'est à Sulawesi. Et puis au Laos, vous avez une autre primatologue française, Camille Coudra, qui travaille sur les douks et les langures. Les douks et les gibbons, pardon. Voici des illustrations de ces... Ça ne va pas tout seul. Illustrations de ces différentes espèces sur lesquelles on est vraiment actif sur le terrain, avec surtout nos deux projets phares que sont le Proyecto Monotocone, le Titi pour le Titi de Sainte Martine. Ça, c'est un projet qu'on a monté en 2017, vraiment avec le Conservatoire pour la protection des primates. Donc aujourd'hui, c'est une ONG qui est devenue péruvienne et qui est une antenne de l'IUCN pour la région. Mais à la base, c'est vraiment une initiative du Conservatoire et du personnel de la Vallée des Singes, cette création. Donc c'est une vraie réussite, hein. C'est une espèce qui est en danger critique. Et puis, l'autre projet phare, c'est le projet Mboumontour et le projet Itombwe en République démocratique du Congo, à la fois sur les bonobos, là, celui qui se tient bipède, hein, parce qu'après nous, le bonobo, c'est celui qui se tient le plus souvent bipède. Il passe à peu près 20% de son temps en bipédie. Et donc le gorille de Groer, le cousin du gorille de montagne, qui vit en RDC. On décerne des bourses d'études, en fait 2 fois par an. C'est des petites bourses, hein, mais on verse 2500 € minimum. Alors on a une grille effectivement de sélection où on essaye de favoriser les espèces les plus menacées, les espèces aussi parfois méconnues. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si je dis demain j'ai un projet pour les pandas, pour les dauphins, pour les girafes, je sais pas quoi d'autre. Il y a des espèces comme ça qui touchent les gens et qui, de toute façon, vont d'un seul coup collecter énormément d'argent. Par contre, si demain je vous dis, moi je veux sauver le Wakari Rubicon, le Titi des Andes, le Saki barbu, il n'y a personne qui les connaît. D'accord ? Donc quand on a un projet comme ça sur ces espèces qui sont bien que menacées, complètement méconnues, ça va être un choix pour nous de les favoriser. On essaye aussi de favoriser les étudiants ressortissants du pays. Pas très intéressant pour nous de favoriser, de financer une étudiante américaine qui va aller juste passer 3 mois au Bénin pour travailler sur un cercopithèque et puis ensuite repartir à Los Angeles. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, si effectivement on a un Béninois qui veut travailler sur le colloque de Miss Waldron qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, là, effectivement, il va avoir la priorité pour nous. Et puis, s'il y a des répercussions sur les populations locales, voilà. Si l'étudiant, en plus, forme des pisteurs ou forme des gens à l'utilisation de GPS ou au pilotage de drones pour pouvoir surveiller, c'est encore des critères qu'on va favoriser pour attribuer ces bourses. Donc là, la bourse, c'est 2500 € une fois. Donc on a 2 sessions, une en avril, une en octobre. Mais on a plusieurs
projet aujourd'hui qu'on soutient qui au départ était juste l'initiative d'un étudiant, d'un chercheur qui avait juste une étude et puis qui a ensuite continué et qui a proposé, qu'on a transformé en projet et qu'on soutient maintenant sur le plus long terme. Généralement, quand on s'engage sur un projet, on s'engage un minimum sur 3 ans, ce qui donne une visibilité quand même au projet pour pouvoir faire des investissements ou des embauches et pouvoir avoir se retourner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le Conservatoire pour la protection des primates, il est un peu quand même en difficulté financière. Aujourd'hui, enfin, depuis des années, on avait vraiment beaucoup d'argent de réserve. L'idée, c'était de pouvoir fonctionner 2 ans sans avoir rentré d'argent, d'accord? Donc vous avez vu, on donne 100 000 euros par an. Donc on avait à peu près 200 000 euros de réserve pour pouvoir être sûr que si jamais la vallée des singes fermait, par exemple, on pouvait, pendant les 2 ans qui suivaient, continuer de soutenir nos projets. Là, nous, on a fait le choix, pendant les 2 années de pandémie, de continuer à soutenir nos projets, parce qu'il y a beaucoup de parcs qui n'avaient pas ces réserves et qui se sont arrêtés du jour au lendemain, en fait, de soutenir les projets. Donc nous, on a décidé de continuer à financer nos projets à la même hauteur que d'habitude, en fait. Donc depuis 2 ans, on a pioché grandement dans nos réserves qui ont totalement disparu. Donc on a en grand besoin. Donc cette année, on espère pouvoir recruter un nouveau salarié et nous permettre de décrocher de nouvelles subventions et de renflouer un peu les caisses de l'association pour pouvoir continuer de soutenir nos projets. Voilà, donc grâce à ces bourses, en plus, on a beaucoup de projets qui nous sont présentés. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, en fait. Il y a, à chaque session, là, tous les 6 mois, on a entre 10 et 15 dossiers qui vont nous arriver, du monde entier, en fait. Et ça nous donne vraiment, ça nous motive, ça nous rend un petit peu optimistes pour pouvoir assurer une survie à ces populations de primates qui sont bien souvent peu étudiées, voilà, et bien souvent très menacées. Donc la législation, on en a parlé tout à l'heure sur la déforestation importée, hein, mais donc c'est aussi un des progrès qu'il faut noter. Tout n'est pas toujours bon dans les décisions gouvernementales en France, mais en tout cas, sur ce coup-là, c'est un vrai pas en avant, même si c'est pas parfait. Et puis, ce qui nous rend aussi optimistes, c'est que les zoos continuent d'être attractifs. C'est vrai qu'il y a une frange de la population qui critique énormément les parcs zoologiques aujourd'hui. Et j'utilise depuis tout à l'heure le mot zoo à dessein, hein, pour essayer de choquer peut-être les plus anti-zoos d'entre vous, pour pouvoir dire que même la vallée des singes, si vous la connaissez et que l'environnement est très doux pour les primates qui y sont présentés, ça reste un zoo, d'accord ? Et un parc zoologique, c'est juste un endroit où vous avez des animaux exotiques qui sont élevés en captivité. Après, on peut faire plus ou moins bien son travail, offrir une plus grande liberté ou un plus grand bien-être à ces animaux. En tout cas, on fait tous le même métier. En tout cas, dans les parcs zoologiques, chaque année, il y a plus de 400 millions de personnes qui y passent. Donc ça veut dire qu'on a 400 millions d'Européens qui sont sensibilisés à la cause animale, à la cause de la préservation de la biodiversité. Et on a bon espoir que de réussir en fait à marquer des points. L'argent que vous laissez au parc zoologique, généralement, ça c'est juste l'entreprise. Ça va servir à payer les salaires, le chauffage, la nourriture des animaux. Quand vous laissez en plus quelques euros à l'association du parc, ça va dans le terrain, ça va sur le terrain. Eh bien, si vous mettez tous les zoos européens ensemble, la somme d'argent que chaque année tous les zoos européens reversent dans le milieu naturel, c'est plus que le WWF Europe. D'accord ? Donc c'est l'ONG de conservation de la nature, généralement la plus connue en France. Il y en a bien d'autres. Hein. Mais en tout cas, voilà, les zoos européens, c'est plus que le WWF. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'il faut vraiment communiquer. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc je suis complètement disposé à répondre à vos questions si vous en avez, si vous n'avez pas tous assommé. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. En cas de blessure, par exemple, on trouve... on va faire profiter à tout le monde, peut-être. Ouais. Ah, ok. Hein, ça marche ? Allô ? Non, mais vas-y, s'il y a des questions au micro, ça va le faire. Je peux retourner ma tête ? Oui, si tu veux. Enfin, il y en a qui étaient pressés de partir, normalement, mais... Ah, il y a court, peut-être. Ah ouais, je crois. Alors, j'ai une question, plutôt deux. En cas de blessure, si on trouve des singes, enfin des primates, blessés, donc est-ce qu'on va les soigner ? Si on les soigne, après, s'ils ne peuvent pas retourner à la vie sauvage,
Est-ce qu'on va les garder en captivité, dans un sanctuaire, dans un zoo? Comment ça se passe? Et aussi par rapport au trafic d'animaux, quand on arrive à trouver des primates vivants, qu'est-ce qu'on en fait de ces primates? Est-ce qu'ils retournent dans leur pays? Est-ce qu'ils vont dans des réserves spécifiques? Alors, ça dépend complètement de l'organisation qui est en place dans le pays. Alors, quand il y a des animaux qui vont être ramassés parce qu'ils ont été blessés, trafiqués, s'il y a des sanctuaires qui sont aptes à soigner les animaux, effectivement, ils peuvent être soignés. Après, ça dépend du type de blessure. Si c'est un petit bobo, une trace de morsure, etc., l'animal va pouvoir être relâché. S'il a été attrapé par un prédateur et qu'il lui manque un bras ou même pris dans un piège et qu'il finalement il est amputé d'une main, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où les sanctuaires dans les pays d'origine sont importants parce qu'ils vont pouvoir garder ces animaux-là qui vont être soignés. Après, quand on saisit des animaux vivants, on saisit peu de primates vivants dans les aéroports européens, mais c'est arrivé, hein, il y a 15 ans, non, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, un bébé bonobo qui est arrivé à Roissy vivant. Il a été confié aux eaux de Thoiry en attendant d'être renvoyé justement à l'Olaya Bonobo dans le sanctuaire en République démocratique du Congo. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs avant de pouvoir réintroduire les animaux. Si c'est un jeune, on ne peut pas le réintroduire tout seul. Voilà. Généralement, l'enfance chez les primates, elle est longue. D'accord. Une petite femelle bonobo, par exemple, puisqu'on est là-dessus, elle quitte son groupe vers l'âge de 8-9 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 8-9 ans, elle est avec sa mère, avec le reste du groupe, elle a des tas de choses à apprendre. C'est l'équivalent de la fac chez eux, quoi. C'est-à-dire que nous, on va longtemps à l'école, on reste longtemps avec nos parents aussi, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Les primates, c'est la même chose, surtout chez les grands singes. Effectivement, un ouistiti pygmée, au bout d'1 an et demi, il peut quitter ses parents, il a tout vu. Un gorille, une femelle gorille, c'est vers 8 ans, les mâles, ils restent une dizaine d'années en fait, avec leurs parents, le temps de voir, d'être confrontés en fait, à des tas de situations, d'être suffisamment grands pour pouvoir faire face aux prédateurs aussi, etc. Donc quand on saisit un animal blessé, ça dépend de son âge déjà, on ne peut pas le réintroduire si c'est un jeune. Donc plus il restera longtemps ensuite au contact des humains et plus il va être imprégné. Vous avez entendu parler de cette imprégnation, d'accord? Il y a des phases d'imprégnation. Vous ne pouvez pas réintroduire un animal qui a vécu trop longtemps auprès de l'humain dans son milieu naturel. Il aura appris des choses au contact des humains qui ne lui serviront à rien dans le milieu naturel et il aura manqué des choses qu'il aurait dû apprendre avec ses parents mais qu'il ne va pas pouvoir faire face. Il ne saura pas à quel moment exploiter tel arbre ou telle plante, quel prédateur fuir, ou s'il a faim de ne pas s'approcher du village pour aller chercher à manger, par exemple, du village des humains, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très compliqué chez les primates aussi parce que cette part de l'acquis, par rapport à la part de l'inné, elle est excessivement importante, d'accord ? Donc, et au-delà de ça, il y a les aspects sanitaires ensuite. On partage énormément de germes en commun avec les primates, et ils ne sont pas forcément sensibles de la même manière. Par exemple, le petit bouton d'herpès que vous avez, le petit bouton de fièvre que vous avez parfois quand vous êtes un peu fatigué, il est mortel chez les gibbons, par exemple. Donc à partir du moment où ces animaux ont été au contact des humains, ils peuvent aussi être porteurs de germes qui vont pouvoir décimer les populations sauvages. Un peu comme quand les Européens sont arrivés en Amérique et ont décimé les populations amérindiennes avec différentes maladies qui étaient communes en Europe, mais auxquelles les Amérindiens n'avaient pas eu à faire face et donc n'avaient pas d'immunité. Là, on a la même chose. Donc c'est vraiment, vraiment très très complexe en fait, de pouvoir réintroduire des animaux qui ont été récupérés par les sanctuaires dans les pays d'origine. Et à plus forte raison quand ils ont été saisis sur le sol européen. Ouais. Mais on essaie. Merci. Une autre question ? Oui, là-haut. Je voulais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure des plantes médicinales que vous avez introduites dans les enclos des primates que vous avez à la vallée des singes. Est-ce que vous observez quand même des comportements de tentatives de soins comme ça, même si ces primates n'ont jamais été en milieu naturel, ou c'est quelque chose qui est inné chez eux? Alors c'est pas inné, et ce ne sont pas des plantes qui proviennent de leur milieu naturel. D'accord. Planter une plante malgache dans le Poitou, ça ne va pas fonctionner. Donc en fait, ce qu'on leur propose, c'est des plantes médicinales d'ici. Ça peut être des pulmonaires. Il y a des pulmonaires qui poussent même de manière sauvage là-bas dans la forêt de la vallée des singes. Pulmonaire, ça fait des longues feuilles vertes avec des taches blanches.
on peut en faire, nous, des traitements contre la toux. On voit que les animaux vont pouvoir l'utiliser, ça, par exemple. Voilà. Donc certains, du gui, ils vont parfois manger du gui. Le fragon, je ne sais pas si vous connaissez le fragon, c'est une petite plante qui ressemble au hou, qui forme un buisson. Ils vont en manger les baies à certains moments. En fait, c'est cette perception de la mer. C'est-à-dire, nous, dans les enclos de la vallée des singes, il y a très peu de choses artificielles, finalement. On laisse beaucoup les plantes sauvages pousser. Les plus anciens disent que c'est dégueulasse parce qu'il y a des ronds d'ortie et de ronces. Mais c'est important de pouvoir laisser toutes ces plantes-là qui sont là. Parce que dedans, il y a des plantes médicinales. Oui, c'est des plantes qui sont toxiques. Mais les animaux vont y goûter. Puisque c'est amer, ils vont s'en méfier. Et s'ils voient un bénéfice sur eux, ils vont reproduire l'expérience, en fait. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qui va être appris par les animaux. C'est pas quelque chose qu'on va leur imposer. Nous, on met à disposition. Et puis eux, ensuite, vont utiliser selon ce qu'ils observent, selon ce qu'ils ressentent. Voilà. Et ce qui fait qu'effectivement, si demain on relâche un groupe de lémuriens de la vallée des singes dans son environnement à Madagascar, mais il ne retrouvera pas ces plantes-là, mais peut-être qu'il en trouvera d'autres. Et il pourra s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui se fait parce qu'ils testent leur environnement, ils goûtent. Voilà. Une autre question oui. Ouais. T'as dit que tu étais coordinateur de la gestion des espèces dans les zoos européens, de 3 espèces de singes. Je voulais savoir comment ça se passe plus en détail. Genre tu pars de 8 au début et comment tu arrives à gérer la population, la diversité de gènes et tout ça. Alors moi j'ai des populations qui ont un peu plus de fondateurs, heureusement. Mais par exemple je gère les saïmiries du Pérou. Sur les saïmiries du Pérou, on connaît exactement les lignées. Donc on fait pas reproduire des animaux, on calcule, on a des logiciels qui nous permettent de calculer les taux de consanguinité. Et puis un autre indice qui s'appelle le mean kinship. Le mean kinship, c'est le degré de relation que, par exemple, toi, tu vas pouvoir avoir avec le reste de la population ici. Si tu as des cousins, des frères, des sœurs, tu vas avoir un haut mean kinship, d'accord ? Et si tu es fils unique et en plus issu d'une famille où tu n'as pas de cousins, tu vas avoir un bas mean kinship. Donc l'idée, c'est de te faire reproduire avec une autre personne qui a un bas mean kinship aussi, pour avoir comme ça des vraies différences. Et ceux qui sont issus de familles nombreuses, même s'ils sont des familles non affiliées, on va pouvoir les faire s'assembler et avoir des petits ensemble, par exemple, pour avoir cette plus grande diversité génétique. On ne va pas faire reproduire un haut mean kinship avec un bas mean kinship. À la fin, on se retrouve avec tout le monde un mean kinship moyen, et ça n'a plus d'intérêt, en fait. On a perdu beaucoup de diversité. Donc on connaît les filiations, c'est comme ça, c'est ces logiciels qui nous aident. On fait des stats, Enfin, c'est pas moi qui les fais, heureusement, c'est le logiciel qui calcule. Mais on essaye à chaque fois, donc tous les ans, je repasse tout à la moulinette, et ce que j'essaye d'avoir, c'est toujours au moins 80% de la diversité génétique que j'avais au début, mais dans 100 ans. Voilà. Donc après, je prends des mesures pour que tel individu se reproduise, tel autre surtout pas, parce qu'il a déjà eu 25 petits, par exemple. Et voilà, c'est un petit peu un jeu comme ça, à la fois de détective au départ pour retrouver les lignées de tout le monde, et ensuite de la gestion comme ça, du management pour faire reproduire certains. On a des populations cibles, il y a plein d'indices qui nous permettent d'essayer de faire du mieux qu'on peut, en tout cas. Là, par exemple, avec mes saïmiries du Pérou, ça commence à devenir un peu compliqué de ne plus avoir de consanguinité, parce qu'à la base, effectivement, il y a eu très peu d'animaux qui ont été importés. Et puis à l'opposé, chez les attelles à face rouge, j'ai une grande diversité génétique, parce que la majorité de mes animaux, je dis les miens, c'est pas les miens, mais des animaux de cette EEP, de ce programme d'élevage, proviennent du milieu naturel. Ils ont été récupérés par le zoo de Guyane, à qui on ramène des animaux qui étaient élevés dans les villages amérindiens, par exemple, ou qui ont été trouvés sur le capot d'une voiture à Cayenne. C'est la France, mais c'est le Far West, vraiment la Guyane française. Et donc ils récupèrent ces animaux et ensuite on les intègre à l'EEP. Donc effectivement ils sont réhabilités aux zoo de Guyane, mais ensuite ils vont pouvoir être amenés dans différents parcs. Là, les 3 femelles attelles à face rouge de la vallée des singes viennent de Guyane, sont nées en Guyane, et sont des anciens animaux de compagnie. Donc chez les 3 femelles, il y en a une qui n'arrive pas à reproduire parce qu'elle est trop imprégnée, et les autres qui ont fait des bébés. Donc, mais malheureusement, dans la majorité, là j'ai des animaux qui sont super intéressants d'un point de vue génétique. On ne peut pas les réintroduire dans le milieu naturel parce qu'ils sont trop imprégnés,
Ils ont vécu plusieurs années chez des familles humaines. Donc on essaye de les faire reproduire en captivité pour préserver l'espèce, parce que maintenant c'est une espèce qui est vulnérable, donc menacée. Mais malgré tout, c'est des animaux qui, puisqu'ils sont imprégnés et ont passé trop de temps avec les humains, ne savent pas se reproduire, ne savent pas s'accoupler, ne sont pas intéressés par les femelles en chaleur, ou lorsque les femelles sont en chaleur, ne sont pas intéressés par le mâle de leur espèce, mais par contre sont super intéressés par les soigneurs dont ils s'occupent, enfin qui s'occupent d'eux. Voilà. Donc il y a vraiment ces problèmes-là aussi à gérer. Donc ça dépend vraiment, chaque espèce, chaque population va être hyper différente. C'est ça qui est intéressant. Ma troisième espèce, c'est les capucins à épaules blanches. Et là, je ne sais même pas en captivité ce que j'ai, en fait, puisque auparavant, on avait le nom de l'espèce, c'est Cebus capucinus. Et là, au départ, je pensais que j'avais que des Cebus capucinus. Et puis finalement, les taxonomistes, il y a quelques années, se sont dit « Ah, mais attendez, dans les capucins à épaules blanches, vous avez des Cebus capucinus, mais vous avez aussi des Cebus imitator. » Sauf que sur le phénotype, sur leur aspect, on est incapable de les différencier. Il faut forcément faire une analyse génétique. Donc peut-être que dans ma population de capucins à épaules blanches en captive, en Europe, j'ai que des hybrides. Et du coup, il n'y a plus d'intérêt de les faire reproduire. Mais beaucoup de zoos sont très réticents à payer les analyses génétiques pour savoir s'ils ont bien des imitateurs ou des capucinus. Eux, ils s'en foutent. Parce que les gens aiment bien les capucins, parce que les capucins, ils sont rigolos quand ils cassent des noix ou des noix de coco. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue conservation, moi, c'est très compliqué. J'ai 3 programmes qui sont hyper diverses, en fait. Mais heureusement, j'ai des formations, et des logiciels, et des gens à l'EASA, à l'Association européenne des zoos, qui nous aident, au niveau des biologistes de population, qui nous aident à gérer ces populations-là. Ouais. Voilà. Et donc après, j'organise les transferts aussi, entre parcs zoologiques. Enfin, je recommande les transferts, à eux de les organiser, pour dire, toi, ton mâle qui est là, qui est né, qui a maintenant 5 ans et qui va être mature, il faut que tu l'envoies à tel endroit pour qu'il puisse se reproduire avec ses femelles, parce que là, il n'y a pas de consanguinité. Voilà, c'est à moi qu'on demande aussi quand il y a des problèmes de gestion et qu'il faut transférer les animaux ailleurs. Ouais. Voilà. Ça répond à ta question ? Ouais. Comme il est presque 16h, juste une dernière question. En fait, vous avez parlé à plusieurs reprises avec la recherche, en fait, de développement de travaux de recherche, notamment l'attribution de bourses. Est-ce que vous travaillez avec des laboratoires de l'Université de Poitiers, notamment de la Faculté des Sciences, par exemple ? Vous le savez bien. Donc effectivement, l'année dernière, on a signé une convention avec le laboratoire Palévoprime, qui travaille sur l'évolution des primates notamment. Donc j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, quand on a montré la carte des primates fossiles. Donc on a une vraie convention qui a été signée avec le labo, l'université et le CNRS et la Vallée des Singes, conservatoire, pour pouvoir justement accueillir des étudiants qui vont pouvoir étudier les primates de la Vallée des Singes, notamment en termes de locomotion, en termes d'utilisation d'outils peut-être, et peut-être aussi de voir comment ils vont casser les noix ou mastiquer, c'est important. Parfois quand on trouve des fossiles, d'étudier l'usure des dents, la forme des phalanges, etc., savoir s'ils utilisent des outils, comment ils vont se déplacer, pouvoir voir comment les primates actuels peuvent peut-être donner des idées dans l'interprétation des données tirées des fossiles. Donc il y a cette collaboration-là. On a une autre collaboration dans l'autre sens, c'est-à-dire que forcément on fait naître beaucoup de bébés, mais il y a quand même aussi quelques animaux qui meurent, puisqu'il y a des animaux qui sont parfois malades ou vieux et qui décèdent à la Vallée des Singes. Donc on va confier aussi les dépouilles de ces animaux au laboratoire Palévoprime pour qu'ils puissent entrer les squelettes dans leur collection. Donc ça fera un peu plus de matériel pédagogique pour les étudiants aussi ici. Ils ont déjà une collection en place, mais c'est vrai qu'il y a des lacunes en termes de taxonomie dans certains groupes. Et puis on va mettre en place conjointement des actions de médiation scientifique aussi à la Vallée des Singes, avec peut-être certains étudiants qui viendront expliquer au public de la Vallée des Singes certaines choses, mettre en place des expositions, des ateliers, etc. Donc là, c'est le début d'une collaboration. Ça a été signé l'été dernier et on espère pouvoir accueillir aussi des thésards du laboratoire dans le cadre de cette convention-là. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et des petits applaudissements quand même pour la fin.